qu'il y a un élément qui, selon moi, c'est le game changer. Puis c'est, tu sais, l'intelligence artificielle, t'es capable d'avoir une communication avec. T'sais, quand tu parles avec ChatGPT, des fois, il te dit, hey, je te suggère telle chose aussi. Hey, comment ça va? Fait qu'il comprend le langage français, anglais ou peu importe. Puis il te revient avec des réponses. Fait qu'il y a un raisonnement en arrière qui dit, s'il pose cette question-là, voici la réponse. Dans les logiciels qu'on fait, là, de manière native, il y a une communication. Il y a un élément, un chat, en fait, que tu parles avec ton intelligence artificielle, ton intelligence opérationnelle à ton entreprise, qui connaît tout. Tu veux savoir, t'en es où dans le projet X ou vous êtes rendu à quelle phase? Tu lui demandes, elle va chercher l'information. Tu veux savoir les taux bancaires en ce moment ou sur un prêt que tu as fait, tu es rendu à combien de mois avant que ça soit fini d'être payé? Tu lui demandes, ça va le chercher directement. C'est l'intelligence opérationnelle. C'est le terme qu'on a créé en fait avec Cartier AI. Comment rendre tes opérations plus intelligentes, plus fonctionnelles en fait, sans que tu sois obligé de toujours être là. Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Bonjour à tous, je m'appelle Léo Brunet, je suis l'animateur du podcast Vision Dev et cofondateur de Vision Dev, notre entreprise en investissement privé à Montréal. Sur le chemin de bâtir notre portefeuille immobilier de rêve, j'ai choisi d'interviewer des entrepreneurs à succès, des personnes qui ont connu de grands accomplissements, pour entendre leur histoire, pour être inspirés, pour apprendre de leurs trucs et astuces et trouver comment est-ce qu'on peut s'améliorer, nous, en tant qu'entrepreneurs, et pour partager cette expérience-là également avec vous, notre audience. Sur le podcast, aujourd'hui, on reçoit Marquant Laramé. C'est une figure très connue dans sa région de l'Outaouais. C'est le solutionneur. Il a été très impliqué dans la communauté du coworking, dans laquelle il a fondé 2 espaces dans les 10 dernières années. C'est le vice-président du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Gatineau. C'est un connecteur, c'est un rassembleur et il est venu aujourd'hui sur le podcast pour nous raconter son parcours entrepreneurial, ses échecs, ses apprentissages, ses victoires et pour nous parler de sa grande passion pour la technologie et l'intelligence artificielle, dans laquelle son entreprise aujourd'hui aide les entrepreneurs en les prenant par la main pour intégrer toute cette puissance-là dans leurs entreprises pour en faire des business intelligentes. C'était une conversation vraiment intéressante. Ça m'a aidé à mieux comprendre comment est-ce qu'on pourrait davantage intégrer l'intelligence artificielle dans notre entreprise. Et surtout, ça m'a convaincu une fois de plus que c'est absolument le virage à prendre dans la prochaine décennie si on veut rester des entrepreneurs performants. C'était une conversation absolument fascinante. C'est un épisode que vous ne voudrez pas rater avec Marquant Laramé. Et maintenant, un petit mot de la part de nos chers commanditaires. Les gens viennent souvent me voir pour me demander par où est-ce que je commence si je veux me lancer dans l'investissement immobilier. Je vais toujours recommander le CIQ, le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, parce que pour nous, c'est là que tout a commencé, puis c'est le club le plus établi au Québec. Puis on peut dire que ça a bien fonctionné pour nous. On a acheté pour plus de 20 millions de dollars en investissement immobilier, c'est une centaine de portes, on a bâti 2 fonds immobiliers. Bref, vous voyez l'image. Au club, on a appris plein de choses comme comment dénicher les meilleures opportunités, comment les analyser comme un pro en utilisant des chiffriers, comment structurer un deal avec des partenaires, comment travailler avec l'argent des autres quand on n'a pas nécessairement les mises de fonds requises quand on commence dans l'immobilier. Bref, tout ce qui est nécessaire dans un coffre à outils d'investisseurs immobiliers. Puis c'est pas tout, c'est également une communauté. Comme je disais, c'est super important de s'entourer des bonnes personnes. On le dit toujours, tu es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Mais le club, c'est ça. C'est une façon de s'entourer des personnes qui sont déjà rendues là où tu voudrais et poser tes questions. Pour vous, chers auditeurs, le club offre une promo. Vous avez simplement entré le code promo VisionDev sur leur site web quand vous voudrez acheter plusieurs de leurs produits comme leurs livres ou accéder au mensuel qui est un événement de réseautage à ne pas rater où on est toujours présent, leur formation, les voyages dans le sud, etc. Et on a déjà, nous, tout consommé ça, puis c'est de l'excellente qualité. Donc, encore une fois, utilisez le code promo VisionDev pour accéder au club d'investissement immobilier le plus établi au Québec. Fait que c'est Justin qui t'a nominé pour venir sur le podcast. On le remercie. Vous êtes rencontrés comment? Ça, c'est une longue histoire que je vais faire courte. Je travaillais pour une firme marketing en Outaouais il y a peut-être 6 ans environ. Puis Justin, l'homme que vous avez rencontré n'est pas l'homme que j'ai rencontré au début. Justin, homme de ma chambre, est arrivé dans mon bureau parce qu'on avait planifié une rencontre. Je ne sais pas de quelle manière. En fait, dans le temps qu'il y avait Crépy Catino. Vous vous rappelez de l'histoire? Puis il est arrivé en costume 3 pièces au bureau. Très, très, très frais. Très sharp.
très posé également. Justin a toujours été quelqu'un de posé. Puis on a commencé à parler marketing. Puis de fil en aiguille, ben, on s'était revus parce que je pense qu'on avait fait un mandat ensemble. C'est quand même loin dans mon esprit. Puis on a continué à se côtoyer puis devenir des amis. Puis de parler à faire, on a essayé de lancer 3-4 petits projets. On m'a emmené un e-commerce dropshipping de cigares. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. On avait essayé. On a toujours été dans l'action, lui puis moi. Là, comme on peut pas arrêter puis faire comme OK, on va laisser la vie nous guider. Tu sais. Puis c'est juste devenu un de mes meilleurs amis. Justin, il a une écoute incroyable. Il a fait beaucoup de cheminement parce qu'il a été coaché, peut-être tu l'as encore, par Denis. Je l'ai été également. C'est le fun fact. Je le suis plus maintenant pour multiples raisons et non à cause que Denis n'est pas compétent. On en parlera si vous voulez. Puis, ou on en parle maintenant plutôt. Puis Justin est devenu très cher à mes yeux par la suite. Surtout qu'il a de très bons conseils. Il a une belle réflexion. Il a une vieille âme, Justin. Il est capable de dire des niaiseries aussi. Il est capable de dire des niaiseries. Détrompez-vous. Il est pas... il est capable. C'est pas un ange. Non. Ben, non. Non, mais il est plus que moi, mais il est moins que quelques autres. Je savais pas que vous aviez une relation aussi proche que ça. Oh oui. J'allais te demander pourquoi est-ce que tu penses que Justin t'a nominé pour ce podcast-là. Maintenant, je comprends, mais tu as quand même vu un peu qu'est-ce qu'on fait sur le podcast. Qu'est-ce que tu penses qu'il a vu chez toi qui ferait un bon candidat pour... Ben, je vulgarise bien les choses. Je crois, je le sais maintenant. Croire, c'est il y a 5 ans. Maintenant, je suis confiant de mes compétences. Je communique bien également. Tu sais, je suis capable. J'ai une compétence dans la vie que je peux dire for a fact que je suis bon là-dedans, c'est de trouver des solutions. Tu sais. Puis de bâtir des relations qui sont basées sur l'authenticité puis sur le win-win. Tu sais, apprendre à connaître les autres. Puis je pense qu'il savait ça dès le départ. Puis il sait que j'aime ça également, enregistrer des podcasts ou simplement participer à une conversation qui est profonde puis qui peut nous apporter à réfléchir. Fait qu'à mon avis, c'est surtout pour ça. Là. Puis peut-être aussi parce qu'il n'y a personne d'autre en tête. J'aime ton tagline, le solutionneur. Ouais. Récemment, on a eu The Fixer sur le podcast. Oui? Wow, je voudrais le rencontrer. Dominique Deveau. Donc là, le solutionneur aujourd'hui, ça serait quoi la solution que tu as trouvée dans tout ton parcours dont tu serais le plus fier? Oh wow! Wow, c'est une bonne question. C'est large. La solution dans mon parcours que je serais le plus fier, celle de ça, c'est plus par rapport à moi-même, celle d'avoir trouvé la manière de me faire confiance par rapport à ce que j'entreprenais. Tu sais. Souvent, là, puis le pourcentage est très élevé là, d'entrepreneurs ou jeunes entrepreneurs qui commencent leur carrière puis qui syndrome d'imposteur, puis ainsi de suite. Puis après un certain temps, il y a une chose que j'ai appris puis j'ai appliqué, puis ça fait peut-être 4-5 ans que je le comprends, c'est d'expérimenter tout, experience everything. Tu sais. On s'entend, il y a des limites, il y a des paramètres à respecter. Mais ça a été un game changer, je peux utiliser le terme anglais pour ça. De te faire confiance. De me faire confiance, définitivement. C'est ça, ça fait pas business-wise, je ne parle pas de statistiques, tu sais, mais je te dirais qu'un des éléments, si tu viens au pilier nécessaire en affaires, c'est de te faire confiance puis de développer ton aptitude à te faire confiance. Parce que des fois, à part. Des fois, elle revient. Fait que tout dépendant avec qui tu parles. Tu sais. Fait que ta solution préférée, ce serait même pas une solution que tu as trouvée dans une situation de business, mais carrément un trait de personnalité que tu as développé, une habitude. Bien, je te dirais qu'on peut le séparer en deux. Là. Ça, c'est plus comme trait de personnalité, habitude. Développement, en fait, en 3, développement personnel. Selon moi, c'est la plus grande solution que j'ai trouvée à ma vie, dans le sens comme côté spiritualité, côté apprentissage, connaissance et tout. Côté professionnel, la plus grande solution que j'ai trouvée, c'est quand même compliqué parce qu'il peut y en avoir quand même plusieurs. Je me rappelle, il y en a une en particulier qui était vraiment... Ça a changé le cours d'un projet. Quand on avait lancé notre espace coworking Ergon, qu'on a fermé récemment, business-wise en fait. Là. Je me rappelle, on avait une rencontre... Ça, c'est une bonne histoire. On avait une rencontre 2 jours après avec des créanciers, en fait, pour le projet. Puis, il fallait... un de mes partenaires qui est bon en finance, en fait, il avait fait un tableau approximatif de comment ça peut coûter monter un coworking. Puis, la réalité, c'est que le modèle de coworking, c'est complètement un autre modèle d'affaires. C'est pas une business traditionnelle où est-ce que tu fais un forecast de ton budget, tes dépenses fixes, puis normal, puis après ça, ben, tu vas avoir ton amortissement de prêt et tout. Il y a des fluctuations, des variables incroyables par rapport au type d'abonnement et tout, en tout cas. Puis, je me rappelle...
Un soir, j'étais avec mon ancienne conjointe, puis on avait un meeting à 9 h le soir, il était peut-être 6 h, puis j'avais reçu le document au début de la journée, puis j'étais vraiment, je le savais en dedans de moi que je pouvais pas, que ça passerait pas quand on allait voir nos créanciers, tu sais, puis qui était une première rencontre, somme toute. Puis j'ai commencé à capoter, je faisais de l'anxiété, je stressais. J'ai même pleuré cette soirée-là parce que pour moi, à ce moment-là, Ergon était l'élément qui allait changer ma vie, tu sais, qui était un élément également qui l'a changé à différents égards. Puis, je suis allé en ligne, j'ai fait des recherches. Pourtant, j'avais déjà fait ces recherches-là. Juste changé quelques mots-clés, puis je suis tombé sur un gars qui, lui, se spécialise depuis, bien là, ça fait 15 ans, depuis 15-20 ans à monter des coworking aux États-Unis, en fait, à New York. C'était un des premiers, des pères fondateurs des coworking aux États-Unis. Puis, il avait développé une matrice. La matrice coûtait 100 $, je pense, US. À ce moment-là, il me restait 120 $ de disponible sur ma carte de crédit. Longue histoire, ça a virevolté à gauche, à droite, mon parcours entrepreneurial. J'ai juste fait, je l'achète. Puis pendant 3 heures avant notre rencontre, j'ai écouté sa formation, j'ai rempli le document, je l'ai personnalisé pour nous, ainsi de suite. Quand je suis arrivé au meeting le soir, les gars étaient comme, OK, on l'essaye. Puis quand on est arrivé au meeting le lendemain ou le surlendemain, avec les créanciers, on fait, wow, vous êtes vraiment bien structuré. On voit que vous avez vraiment étudié vos affaires. Ça, c'était une belle solution que j'avais trouvée. Ça a passé. Mais oui, parce que le modèle était testé, tu sais, mais là, on l'a personnalisé, on l'a fait évoluer par la suite, mais ça a été une belle solution d'affaires, je dirais. Nice. J'aime beaucoup il y a un livre de business, Who Not How. Peut-être déjà entendu parler de ce livre-là. Le titre dit tout. Tu n'as quasiment pas besoin de le lire. Mais c'est l'engagement de le lire jusqu'au bout qui va vraiment ancrer l'habitude. Certainement. Mais c'est Who Not How. Puis toi, tu avais un problème. Puis plutôt que tu essaies de trouver la solution par toi-même, tu es allé chercher quelqu'un qui avait déjà travaillé sur le problème avant toi et qui avait développé la solution. Tu l'as étudié, tu l'as appris, puis ça a fonctionné. Puis c'est un bon réflexe à avoir, ça. Quand tu as des problèmes, c'est d'aller chercher qui connaît ça peut-être mieux que moi ou est passé par là avant. Puis ça prend des fois de l'humilité. Il faut laisser les autres nous enseigner des choses. Puis certainement. Ça t'a sauvé les fesses, cette voie-là. Mais je pense que, tu sais, encore plus loin que ça, il y a une chose, tu sais, d'essayer de trouver un problème, régler un problème par toi-même sans le comprendre nécessairement. C'est sûr, ça va te ralentir. C'est pas pour rien qu'il y a des coachs dans la vie, c'est pas pour rien qu'il y a des consultants dans la vie, c'est pas pour rien que, dans votre cas, dans votre milieu, quelqu'un cherche un investissement à faire, il va pas essayer de le faire tout seul. Il va venir vous voir parce que vous avez une solution. Même concept. Puis je ferai du pouce sur un élément qui est quand même intéressant par rapport à Who en tant que tel. Tu sais, dans la vie, c'est pas qu'est-ce que tu connais, mais qui tu connais qui va réellement t'amener plus loin. T'sais. À un certain point, tu vas avoir tes connaissances qui vont rentrer en jeu, c'est définitif. Mais plus grand est ton réseau, plus évoluer ton réseau, plus te travailler puis te pris soin de ton réseau, plus de solutions qu'il va y avoir tout le temps. Tu sais, décrocher un téléphone il y a 5 ans versus aujourd'hui, c'est complètement différent dans le sens, il y a des gens que je connais maintenant que j'ai donné ou j'ai bâti une relation qui était authentique avec eux, puis maintenant, ils ont des solutions pour moi. Tu sais, j'ai pas besoin d'arriver puis d'essayer de la chercher. Quoique, avec l'intelligence artificielle, maintenant, on peut demander, tu es l'expert, hein, puis il va te donner une couple de solutions, mais on est encore loin de c'est vrai que ça va changer des choses, là, mais on parle beaucoup de sauts quantiques en développement personnel, puis je suis pas mal sûr que le plus grand nombre de sauts quantiques que j'ai faits, je les ai pas trouvés dans des livres. Là. C'est quelqu'un qui m'a juste transmis ses connaissances par la parole, mais simplement en étant un modèle. Puis ça m'a changé complètement. Puis je serais pas la personne que je suis si j'avais pas croisé cette personne-là. Je pense à des mentors puis des coachs. On a livré un témoignage devant le Club des investisseurs immobiliers du Québec. Un peu plus tôt cette année, on était vraiment fiers de cette belle soirée-là. 2 belles soirées. Puis c'était le thème de notre témoignage. Ce qui nous a permis de bâtir la business qu'on a construit aujourd'hui, c'est les gens qu'on a côtoyés, que ce soit des coachs, des mentors, des profs, masterminds. Ça, c'était vraiment payant aussi. T'sais. Ce qui bâtit ton caractère, en fait, les gens. C'est la réalité. Moi, je viens du... Moi, je viens du Témiscamingue, puis j'adore ma ville natale, j'adore mes amis, j'adore mon environnement, mais je sais très bien que j'aurais pas pu être la personne que je suis aujourd'hui si j'étais resté là-bas. T'sais. Puis là, maintenant que j'étais avec ces personnes-là, à différents niveaux, bien, ça m'a définitivement aidé à croître personnellement. Puis justement, le concept de saut quantique avec Denis, je me rappelle, on avait déjà exploré ça. Et puis, c'est toute la belle information. J'ai envie de te poser une première question sur ton parcours entrepreneurial. J'adore les histoires de début dans l'entrepreneuriat. Premièrement,
c'est quand que tu as été appelé à devenir un entrepreneur pour la première fois? Ou que tu t'es vu comme un entrepreneur? Ben, je vais commencer par appeler, après ça, vu, parce qu'il y a un énorme chemin entre les deux. Appeler, je te dirais que ça a été... la première vraie fois, je te dirais, ça a été quand que j'ai fait un événement chez nous. J'avais peut-être comme 15 ans. C'est drôle comme histoire. Mm-hmm. Puis on fait un party, puis il y avait comme une grosse dynamique au Témiscamingue, qui est une magnifique région, très grande quand même. Mais tu sais, t'as des petits villages un peu partout, t'sais. Ville-Marie étant plus la ville, mais village quand même, qui était proche de mon village natal. Puis il y avait une compétition de qui fait les plus gros parties. Puis à un moment donné, j'ai juste décidé d'intégrer cette compétition-là, de frayer mon chemin là-dedans. Puis moi, je restais vraiment loin entre les deux grosses villes en Abitibi-Témiscamingue qui sont, disons, Rouyn-Noranda puis Ville-Marie. Puis j'ai collé un party. Puis on s'est ramassé chez moi peut-être une centaine. T'sais. C'était bien. Les gens ne payaient pas. On avait du plaisir et tout. Puis on a fait un petit setup. L'année d'après, par contre, j'ai fait ouais, je pense qu'on peut peut-être travailler quelque chose. Sans savoir si c'est de l'entrepreneuriat, sauf que moi, j'ai toujours aimé rassembler. J'ai toujours aimé connecter les gens. Quand j'ai une opportunité d'arriver, puis on s'entend, ça dépend des moments, mais de connecter deux personnes, ben, je sais qu'il y a quelque chose qui peut se faire, je le fais automatiquement. Ceci étant dit, deuxième année, on fait un design, on fait un brand, on fait des affiches, méchoui, on vendait des billets en fait avec comme on avait un partenariat avec une brasserie, brasseur local en fait de bière. J'avais construit un stage, j'avais construit une piscine, j'avais set-upé dans ma cour. J'ai une très grande cour. Un terrain de camping, j'avais des infirmières, les policiers étaient avertis, on vendait des billets à travers la Abitibi-Témiscamingue. Ceci étant dit, on s'est ramassé 250 chez moi. Là, mes parents ont fait « ouais ». All right. Ils étaient très fiers de leur fils, par contre, d'avoir organisé ça. Puis j'avais sorti de là cette soirée-là, en fait, avec, je pense, pas loin de 2200 $. Puis cool. Ça, c'était la première fois. Tu avais 16 ans. Oui, 16 ans, exact. 16 ans. Puis 16-17. Puis par la suite, j'ai le seul à aller. J'ai décidé d'aller à l'école à cité collégiale de mes 18 à 20 ans. Puis à mes 20 ans, en fait, longue histoire courte, là, je suis revenu chez moi, puis j'ai fait OK, je vais lancer un festival. Puis c'est là où est-ce que là, j'ai vu que je pouvais être entrepreneur, mais c'est là où est-ce que ça a été le début de tout mon parcours des 10 dernières années. Ça fait 10 ans cette année parce que ça a bien été, mais ça n'a pas bien été. Festival? Oui, exact. Okay. Exact. Ça a bien été, ça n'a pas bien été parce que moi, un chiffrier Excel, calculer dépenses, je ne savais pas c'était quoi. Des numéros de taxes, zéro. J'avais rien de ça. T'sais. C'était que personnel que je l'avais fait. Puis on avait fait de quoi de vraiment gros. On avait fait ça sur 2 jours. On avait été dans le village de Nedlec. On avait peut-être 400, 600 participants au total dans les 2 jours qui sont venus. On s'attendait à beaucoup plus que ça. C'est ce qui a mené à avoir des challenges par la suite. C'était fait voler de l'argent également. J'avais perdu tout l'argent que je pensais faire, je l'avais perdu. Puis, tu sais, histoire entrepreneuriale, des fois, tu déçois des gens. J'ai déçu des gens à ce moment-là également. Mais ça m'a donné le goût quand même un coup que ça a été terminé, de poursuivre quelques années plus tard puis de me rentomber dans d'autres projets. Moi, j'ai beaucoup d'énergie dans la vie. Fait qu'il faut que je le sens. Faut qu'elle sorte. C'est cool. Puis j'en profite pendant que tu parles du festival pour poser la question que Justin m'a écrit. J'ai écrit à Justin, y a-t-il des questions qu'on devrait lui poser? C'est pour ça que je savais que je m'en venais aujourd'hui de bord. Il m'a dit, ça va au podcast demain? Je suis comme, t'es un Manitou, toi, quoi? Mais oui, c'est ça, j'ai écrit hier soir. Il savait hier. Je pensais que c'était aujourd'hui. C'est pour ça, hier, j'ai parlé. Puis Justin me disait de te poser la question, quelle est la différence entre le Marquant qui organisait ce festival-là ou une chose principale qui a changé entre le Marquant qui organisait ce festival-là et le Marquant d'aujourd'hui, 10 ans plus tard? Wow! Une chose. Vous ne posez pas la question à la bonne personne. Je te dirais qu'une chose... Laisse-moi y penser. Je pense la maturité. La maturité, définitivement. C'est quoi la maturité? Ben, à ce moment-là, quand j'avais fait le festival, je ne le faisais pas pour les bonnes raisons, alignées avec moi-même ou les bonnes intentions nécessairement. Oui, j'avais des bonnes intentions, puis c'était pas nécessairement juste générer un revenu ou un profit. C'était purement par plaisir de le faire, tu sais. Mais à ce moment-là, j'étais dans un état d'esprit où est-ce que j'aimais m'amuser également, tu sais. Je buvais quelques bières pendant qu'on faisait le festival, tu sais. J'étais pas dans la philosophie, c'est une entreprise. Puis,
le parcours des 10 dernières années, avoir expérimenté maintes et maintes projets, je t'en ai envoyé quelques-uns dans le formulaire, mais il y en a d'autres. Là. Genre, je suis convaincu que je parle à quelqu'un, tu te rappelles pas de ça? Je suis comme, oui, là, je me rappelle. Cette expérience-là professionnelle et humaine également m'a aidé à gagner beaucoup en maturité, à comprendre pourquoi je fais ce que je fais maintenant. Puis c'est surtout ça. Je pense qu'il y a un certain... La direction. Ouais, la direction, tu sais, c'est pas... L'intention puis la direction. L'intention, je pense que l'intention est toujours là. Ton intention, peu importe, elle va changer, tu sais, dans le sens, il y en a un moment donné, ton intention va toujours rester la bonne à un certain point. Sauf sur des problèmes plus ancrés en toi, là, des concepts que tu as déjà sûrement survolés avec Denis, mais la direction. Où est-ce que tu veux vraiment aller avec ça? Puis c'est cette maturité-là que j'ai acquise dans les 10 dernières années à faire comme, OK, maintenant, je veux m'investir là-dedans et pas dans d'autres choses. Dire non également, c'est des éléments qui différencient entre moi il y a 10 ans et aujourd'hui. Dire non, c'est le résultat direct d'avoir une direction claire. 100%. T'sais, quand ta direction est claire, ben, tu vois qu'est-ce qui fit puis qu'est-ce qui fit pas. Puis... Cette clarté-là, elle vient avec l'expérience, hein? Souvent. Mais tu sais, l'école, on parlait de l'université un peu avant. L'école, c'est un cadre, tu sais, c'est un certain endoctrinement qui te permet d'avoir une direction, de comprendre des choses. Tu sais, c'est une école de pensée, c'est une manière de réfléchir. Puis ça, c'est hyper bon au niveau de l'école. Moi, j'ai pas été à l'université, fait qu'à un certain point, j'avais pas ce cadre-là pour réfléchir. Concentration que l'école apporte. Exact. Parce que c'est intéressant, ça. C'est la première fois que je vois l'école de cette façon-là. Puis c'est vrai que c'est un avantage, c'est que ça te force à te concentrer. Tu n'as pas le choix. Tu dois rester concentré sur un sujet, sur un cadre. Sur une direction. Tu apprends à travailler à l'intérieur d'un cadre. C'est ça pourrait être un bel avantage de l'école. Selon moi, c'en est définitivement un. Mais par la suite, là, chacun sait pourquoi il décide. Avec ton parcours entrepreneurial de 10 ans, tu vas nous parler de tes autres projets aussi. J'en doute même parler. Mais tu l'as tout fait sans avoir de formation formelle ou conventionnelle comme l'école. Tu sais, t'es plus des... Je sais que tu as fait des trainings aux States. J'avais ça dans mes notes. Tu as quand même fait plusieurs formations, du coaching, etc., mais pas d'école. Non. Pas d'école, pas de parents entrepreneurs, pas de ça, c'est un classique, il y en a beaucoup qui sont comme ça également. Pas dans un environnement entrepreneurial. Puis je te dirais, la chose de plus que je suis quand même vraiment content, c'est de pas être d'un milieu où il y a plein d'opportunités. C'est dans le sens où Témiscamingue, là, même que je dis ça, puis aujourd'hui, je retournerais vivre là-bas à un certain point, mais je pense que je m'ennuierais pas à cause de la place, mais à cause des opportunités, puis du fait qu'il y a du mouvement. T'sais. Mais oui, c'est ça, exact. J'ai perdu le fil pendant une seconde. Mon TDAH, il vient d'embarquer. Mais je te disais que, dans le fond, je te posais la question sur c'est quoi le background qui t'aurait servi de tremplin pour l'entrepreneuriat, mais c'est pas été l'école, c'est pas un contexte familial, c'est plus une drive interne qui est montée en toi. T'avais-tu des exemples à ce moment-là d'entrepreneurs, des modèles, des gens que tu voyais comme un... Du tout. Non plus. Du tout. Je te dirais qu'il y a un concept que j'aime beaucoup de Carl Jung, c'est la synchronicité. T'sais. La vie est vraiment bien faite quand tu prends le temps de faire un pas de recul puis de réaliser, on en parlait juste avant, quelles expériences t'ont amené où puis pourquoi tu as vécu ces expériences-là. Puis soit que tu as appris, soit que tu as évolué ou soit que tu as gagné quelque chose à chaque fois quand tu prends le temps. Puis moi, j'ai pas été... je suis pas né dans un milieu où est-ce que c'était entrepreneur, je suis pas né dans un milieu où est-ce que c'était faut faire nécessairement plein d'argent ou quoi que ce soit, ou il faut bâtir quelque chose. Mon père, par contre, le solutionneur, ça vient de mon père, Régent Laramé, que je remercie. Parce que lui, toute sa vie, il me dit, puis j'étais haut comme ça, dans la vie, Marquand, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Ça a toujours été ça. Puis ça a été un homme de solutions. Ma mère également, tu sais, mais ça a toujours été ça. Fait que de fil en aiguille, j'étais au Témiscamingue, j'ai fait le festival. Quand j'étais à l'école ici, moi, j'ai fait du marketing de réseau également. Puis je considère que c'est probablement la meilleure école pour soit vraiment réaliser que, de planter, bien raide, parce que c'est pas facile. Faut choisir la compagnie. À ce moment-là, je ne le savais pas c'était quoi une bonne compagnie. Mais ça a été très formateur. De fil en aiguille, c'est simplement mes implications. Je pense le leadership que j'ai également naturel de vouloir comme avancer avec des gens, qu'on s'élève tout ensemble, puis par la suite, voir les opportunités dans différents projets. J'ai pas vraiment peur d'échouer sur quelque chose. Maintenant, c'est beaucoup plus stratégique, les décisions que je prends, surtout en affaires, mais même personnel, les gens que je côtoie et tout, mais à ce moment-là, c'était très on y va, go with the flow. Puis je le vois dans ton parcours, tu as eu beaucoup de pivots, tu as eu beaucoup de changements de direction, démarrer quelque chose de nouveau. Puis ça, je vais vouloir qu'on y vienne parce que je pense que c'est une force d'être capable de faire ça. De ne pas rester attaché à un projet pour trop longtemps quand tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche ou
tu pourrais expliquer les décisions que tu as prises derrière ça, mais être capable de faire des pivots dans la vie, je trouve ça super important. Mais je pense qu'après ton festival, ton prochain projet, c'était le Startup Café. Oui. Travailler comme consultant, marketing? En fait, je n'étais pas consultant pour la compagnie, j'étais vraiment directeur de compte. Là, le cerveau de tout ça, c'était mon ancien patron, Bruno, que lui, ça faisait des années qu'il était dans le milieu. Mais il y a eu quelques projets. On avait essayé de lancer un podcast également, le podcast La Référence, où je m'impliquais dans le milieu des affaires un petit peu. Mais tu es un jeune entrepreneur, tu n'as aucune crédibilité, tu as juste du temps. Mais après ça, dans les mêmes moments, ça a été le Startup Café. Puis le Startup Café, c'était vraiment une belle expérience qui m'a amené à développer plus mon humilité également parce que. Mais décris-nous un peu, c'est quoi le Startup Café? Ça a commencé étant un groupe Facebook, en fait, qui s'appelait le Café des jeunes entrepreneurs de l'Outaouais. Je salue un de mes très bons amis, en fait, Olivier Roy, qui a été un des pères fondateurs de ce groupe-là. Puis c'était très, très humain. Ça l'a toujours resté, en fait. C'est un groupe Facebook où est-ce que tout le monde qui était en affaires ou qui avait des questions en affaires ou qui avait des besoins particuliers pouvait aller dessus puis pouvait se faire partager des conseils. Un genre de forum. C'est un forum gratuit où est-ce que c'est vraiment un rassemblement de gens qui veulent juste s'aider. T'sais. Fait que là-dessus, on partageait des événements, on partageait des codes. Il y a quelqu'un qui disait j'ai besoin de référence dans tel domaine. Fait que ça crée un bel écosystème là, au milieu entrepreneurial en Outaouais. Puis il n'y avait pas de C'était-tu du monde plus dans des business traditionnels ou beaucoup dans le tech ou vraiment de partout? Je peux même pas te donner les stats. À ce moment-là, je les calculais pas. Puis on a fait évoluer le modèle par le temps. Mais je ne savais pas qui était où. Je sais qu'on avait beaucoup. Tu sais, je pense que genre 80% c'était des travailleurs autonomes qui étaient là-dessus. Alors, on a commencé avec ça. Puis de fil en aiguille, ça a évolué. On a eu une affiliation avec une académie qui allait fermer par la suite d'accompagnateurs de start-up, en fait. Des mentors et tout, qui ont décidé de se joindre à notre équipe pour former le Startup Café, que là, on a créé le brand, on a créé l'image, on a tout organisé ça. Puis Startup Café, c'est que toutes les bonnes discussions en début d'affaires commencent autour d'un café. T'sais. Ça, c'était-tu un lieu physique? C'était-tu vraiment un café? C'était encore tout en ligne? On avait l'idée, par contre, mais on n'avait pas le capital à ce moment-là, puis on n'avait pas le manpower pour le faire non plus. Fait que ça restait un groupe, mais on s'est dit, bon, on connecte les gens en ligne maintenant, connectons-les en personne. Alors, on a commencé à organiser des événements. On a fait un événement des fêtes qui s'appelait le Cheer Up. Fait que là, on avait une image de marque qui se développait puis découlait en plein de sous-projets, sous-catégories. On avait lancé une équipe de soccer d'entrepreneurs où est-ce que tout le monde arrivait, on jouait au soccer ensemble, on avait loué le terrain, les gens payaient genre 20 $, 25 $ pour les 8 games, puis après ça, on allait tous prendre une bière ou aller manger une croûte, jaser, parce qu'il fallait connecter l'humain au centre. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis l'évolution de ce modèle-là tournait à... On a commencé à faire de l'accompagnement. C'est-à-dire on avait l'équipe pour le faire, pas moi. Je suis tombé directeur général. M'en aimez pas pourquoi qu'on m'a mis là. En fait, je pense que c'était le désir. Quand je parlais d'humilité et de maturité, aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, ou plutôt la compréhension, j'aurais jamais pris ce rôle-là, parce que je n'étais pas le plus compétent pour le faire. Par contre, je l'ai fait. Puis ça nous a amené où est-ce que ça nous a amené. Mais là, on a commencé à faire de l'accompagnement. Fait qu'on travaille avec quelques entreprises. On avait lancé un programme et tout. Puis on a eu des beaux petits succès, en fait, locaux. L'accompagnement, c'était du mentorat? C'était du coaching, vraiment. C'était, Business Model Canva, plan d'affaires. Après ça, on travaille avec l'écosystème. Nous autres, on était une OBNL. On a transformé l'entreprise par la suite, éventuellement, mais on était une OBNL. Puis, on travaille avec les acteurs locaux. Fait que, Carrefour Jeunesse Emploi, dans certains cas, peut-être des Gatineau, la Chambre de commerce de Gatineau également. Micro-entreprendre n'était pas encore établi. Je ne me rappelle pas si on travaillait avec eux. En tout cas, on travaillait avec beaucoup de monde. On travaille aussi avec le premier incubateur de start-up, Feu, en fait, Innovation Gatineau, parce qu'ils ont mergé avec une autre organisation. Maintenant, ça s'appelle Axéo. Fait que votre job, c'était d'aller chercher des mentors, c'était du bénévolat? En fait, on avait des mentors. Nous, dans Startup Café, on avait des mentors, des coachs qui accompagnaient les jeunes entreprises dans leur évolution. Puis on avait un mandat à l'externe également, que là, on avait des bureaux physiques à Institut Innovation Gatineau, où est-ce que là, on faisait la préqualification, pré-démarrage. C'est-à-dire, il y avait des gens qui rentraient à l'Institut, puis il fallait les qualifier selon des critères, à savoir est-ce qu'on peut vous aider, est-ce qu'on peut vous référer ailleurs, ou est-ce que votre idée, est-ce qu'elle est vraiment bonne? Parce qu'à un certain point, il faut que tu dises, tu appelles un chat un chat. Si l'idée n'est pas nécessairement la meilleure, on ne va pas dire ton idée n'est pas bonne, on va juste dire, je pense qu'il y a des itérations à avoir avant que tu commences à faire de l'accompagnement, pour pas que personne perde leur temps. Fait que c'est ça qu'on avait comme mandat avec l'Institut. C'est quoi
qu'elles avaient en commun, tu dirais, les bonnes idées versus les mauvaises? La compétence de la personne qui les fait. Tu sais, j'ai été là, en passant. Tu vois une idée, puis là, t'es comme, hey, wow. T'as une idée, tu penses qu'elle est bonne, puis t'as aucune idée comment la valider. Mais il y a une différence entre avoir une idée puis être au même stade, avoir une idée pour avoir les compétences pour la réaliser, puis avoir une idée pour avoir les compétences pour la réaliser. Tu es au même stade de validation, celle que la personne a les compétences pour le faire, beaucoup plus de chances d'être validée puis de pouvoir itérer parce qu'elle sait comment être capable de le faire. Mm-hmm. La personne qui ne le sait pas, c'est beaucoup plus difficile. Le chemin est beaucoup plus ardu, en fait, pour te rendre jusque-là. Ce qui fait en sorte que, je te dirais que sur 100 personnes, il y en avait peut-être 15 qui passaient parce qu'il y avait vraiment les compétences. Puis il y en a d'autres, tu sais, l'entrepreneuriat, là, c'est sexy comme terme. T'sais. Quand tu regardes ça, tu es comme, wow, moi, j'ai le goût d'être entrepreneur. Mais quand tu arrives, tu fais face au mur, tu es comme, OK, mon idée est peut-être pas bonne, ou genre je commence à faire mes recherches parce qu'on avait des gens qui venaient nous voir des fois puis ils n'avaient pas vraiment fait de recherche, tu sais, de compétition, d'analyse de marché, même sur Google, à savoir si ça existait déjà. Puis là, on la visait avec eux, t'es comme, OK, mais là, ça marchera jamais, puis là, ils se décourageaient, tu sais. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est que la vie, tu sais, c'est pas tout le monde qui est fait pour... Si t'es pas prêt à faire l'effort de plus pour peut-être trouver une itération, c'est peut-être une bonne chose. J'aime bien le premier nom du podcast d'une vision à une réalité. Ah, c'est bien. J'ai tout le temps aimé l'idée que, bon, les entrepreneurs, c'est souvent des grands visionnaires, mais sont aussi capables d'exécuter puis de faire le lift que ça prend pour amener cette vision-là dans la réalité. Fait que toi, de ce que je comprenais, c'était les candidatures étaient plus refusées à cause d'une incapacité à l'amener dans la réalité que des visions qui étaient juste farfelues. Il y avait ça, l'incapacité de l'amener dans la réalité, ou juste parce que l'idée n'était pas nécessairement... elle ne va pas régler un vrai problème. Je pense qu'il n'y en avait pas, j'affirme qu'en affaires, il faut que tu règles un vrai problème. Mm-hmm. C'est simple, tu sais. Oui, il a créé un problème par la suite, avoir la solution. C'est bien ça, dans le sens qu'il y a différents modèles qu'on pourrait explorer ensemble là-dessus, mais il faut vraiment que tu règles un vrai problème. Puis il y avait beaucoup d'idées qui venaient nous voir. Puis c'était pas moi qui qualifiais les gens en passant. Tu sais, c'était des coachs et tout, qui étaient comme, ça règle pas de problème. T'as pas de marché pour ça. En ce moment, dans ta tête, t'en as un parce que tu penses que ton idée est bonne et tout. Mais notre rôle, c'est également de ramener à la réalité les choses, tu sais, de faire comme, hey, ceci est intéressant, mais vérifie si tu peux pas l'itérer de telle manière. Sinon, ça, je pense qu'il faut que tu sautes à autre chose. Puis, c'est une des choses que les gens, ils ont besoin de savoir dans le sens, tu peux pas arriver, puis ça aurait été tellement ignoble de notre part d'arriver, puis juste parce qu'on voulait qu'ils rentrent dans le programme, puis whatever, s'il y avait été une question d'argent, ce qui n'était pas le cas, faire comme, ah ouais, ton idée est bonne, embarque, tu sais. Puis là, il commence, puis dans le fond, il investit du temps, l'énergie, ses capacités, tout ce qui vient avec le fait qu'il a démarré ça, puis ça fonctionne vraiment pas, puis c'était notre job au début d'arriver puis de dire, ça marchera pas comme tu le veux, tu sais. Mais on ne l'a pas fait, parce qu'on était très straight, on était avec beaucoup de tact, par contre, puis on aidait la personne, on a tellement donné d'heures, mes anciens partenaires, André Martel, a tellement donné d'heures dans ce projet-là, juste comme, il vouchait pour l'entrepreneuriat comme j'ai jamais vu. Ça a été un de mes mentors également. J'ai jamais passé dans un écosystème comme ça dans ma vie, mais j'envie ceux qui ont eu cette expérience-là de passer dans un incubateur ou dans une boîte comme ça pour avoir tout ce coaching-là de vrais entrepreneurs qui ont passé au front, puis qui ont vécu c'était quoi, puis qui se sont fait dire non 1000 fois. Ça doit être une belle expérience. Tu as deux écoles. Faut pas que tu oublies l'entrepreneuriat. C'est que tu as l'école où est-ce que ça va vraiment être des entrepreneurs qui vont t'accompagner, puis on passe par là, puis ont un modèle, dans le sens, ils savent quoi faire, quelles erreurs ne pas faire et par où passer. Tu as l'autre modèle également où est-ce que ça va être des gens qui ont peut-être plus étudié l'entrepreneuriat, qui ont été formés, en fait, selon un programme où est-ce qu'ils vont t'accompagner. Les deux sont bons, tout dépend où est-ce que tu es. C'est juste que je pense que là où est-ce que... Parce qu'ils organisent de développement économique ou d'accompagnement d'entreprise. Je parle de Carrefour Jeunesse Emploi, cadeau de démarrage d'entreprise, super belle organisation. Mais eux, ils ont monté un système que, tant quelqu'un passe, puis même si la personne n'est pas nécessairement entrepreneur, l'accompagnateur ou l'accompagnatrice est capable de l'aider, tu sais, parce qu'ils ont tellement peaufiné leur modèle. Mais je pense, moi, maintenant, si j'avais besoin d'aller être accompagné pour un projet, j'ai vraiment quelque part où est-ce que la personne a fait ses marques puis a démontré sur le terrain qu'il est capable de le faire. Okay. Puis en même temps, je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. J'aurais probablement pu, à some point, me retrouver dans un écosystème de même, mais j'ai jamais été attiré vers ça parce que je suis un peu plus autodidacte. Puis j'aime moins ça évoluer dans un cadre trop strict ou ça. Peut-être que c'est juste pas pour tout le monde aussi. Puis t'as besoin de te péter la gueule. C'est la seule façon que tu peux apprendre. Puis je pense qu'il y en a. T'es-tu pété la gueule? En business? J'ai pas eu.
je me suis pas trop pété la gueule. Je suis pas si téméraire que ça dans le sport comme en business, mais j'aime apprendre de mes propres erreurs. J'ai besoin de le faire. Je suis pas capable de lire un manuel d'instruction. Je suis pas capable. Qu'est-ce que seraient les plus grands apprentissages, pas tant par rapport à ton rôle de DG, mais sur l'entrepreneuriat en général que tu as ressorti de ton expérience avec Startup qui a fait avoir plein d'entrepreneurs passer avec toutes sortes d'idées, toutes sortes de backgrounds? Ce serait quoi les leçons que tu tires de cette expérience-là? La première étape, c'est le modèle d'affaires. Première chose. Peu importe dans quelle industrie, quelle compétence que tu as, ton modèle d'affaires. Il y a un outil qui est vraiment pertinent, puis un livre également, Business Model Canvas, où est-ce que c'est 9 segments différents, où est-ce que ça te permet de comprendre ta distribution, ta clientèle cible, ton produit, et ainsi de suite, puis d'avoir des réflexions, puis beaucoup il y a je vais dire très peu de gens, en fait, de tous ceux que j'ai rencontrés qui connaissent ce modèle-là, puis c'est une page. En fait, le livre il est plus épais, qui t'explique toute la philosophie, la technique et tout, mais tu peux le faire en une page avec quelques vidéos YouTube. Club, ça. Ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment un excellent outil. Puis, modèle d'affaires. Sinon, ça, je te dirais, là, tu parles, mettons, de ce que j'ai vu des entrepreneurs ou moi-même, mon expérience? Là, c'était plus de ce que tu as vu des entrepreneurs. Okay. C'est ce que tu as appris d'eux autres. Je te dirais le leadership. En fait, tu sais, comme ça prend beaucoup de leadership pour être capable d'amener son idée à terme, de juste venir voir quelqu'un en disant mon idée est bonne. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué à plusieurs reprises que les gens avaient initialement. Fait qu'il y avait beaucoup de leadership à juste comme faire le pas, de passer de... C'est facile d'être en avant de son ordinateur puis de monter un Google Doc, faire que hey, mon idée est bonne, puis là, je vais changer le monde, mais de faire un premier pas par en avant, c'est autre chose. Puis ça prend beaucoup de témérité également à le faire. Puis je te dirais, la troisième chose que j'ai vue au niveau des entrepreneurs qui m'a plus marqué ou des réflexions ou des apprentissages? C'est une bonne question. Je pense que ce serait les deux seuls pour l'instant. Mm-hmm. Ouais. C'est bon. Puis de ton expérience en tant que DG, tu disais que c'était pas nécessairement le bon rôle pour toi à cette époque-là, mais tu as sauté dedans puis tu as sûrement appris beaucoup. Ah oui, j'ai appris beaucoup. Le fait de savoir quand prendre ta place, dans le sens, c'était pas ma place à prendre à ce moment-là. Je l'ai prise parce que j'ai eu l'opportunité de la prendre. On avait un mandat qui arrivait. Je travaillais pour la firme marketing. J'ai fait, hey, j'ai le goût de me lancer à 100%, puis on a l'opportunité. Puis je suis la seule personne qui fait le faire à ce moment-là parce que tous mes partenaires, les gens qui s'investissaient, avaient déjà leur entreprise ou leur travail. Fait que de prendre sa place, mais de la prendre, autant de la prendre quand c'est le temps de la prendre, positivement, autant de savoir quand prendre ta place en affaires. À ce moment-là, je n'étais pas la personne la plus, avec le plus d'expertise pour avoir ce rôle-là. Puis, je te dirais de comprendre les éléments fondamentaux d'une entreprise, dans le sens, oui, il y a le modèle d'affaires, il y a ton modèle financier également, de comprendre c'est quoi ton marché, comprendre comment développer un proof of concept, en fait, de ton produit ou de ton service et tout. Ça, c'est tous des éléments que j'ai appris dans mon rôle de DG parce que j'étais DG, mais je ne sais pas comme... Je n'étais pas conscient des éléments. En fait, je ne m'attardais pas assez à ça. Moi, excusez-moi le terme anglais, je suis un people guy. Moi, j'aime rencontrer des gens. Ce qui me nourrit, là, je peux en fait une journée genre de 12 heures, là, puis s'il y a un événement, un 5 à 7, quoi que ce soit, peut-être pas un 5 à 7 en chilling entre amis, là, mais 5 à 7 d'affaires ou un événement, puis j'ai la chance d'y aller, puis c'était planifié, je te jure, là, je regagne toute mon énergie de la journée. Juste parce que je suis... Wow. C'est une super force, ça. C'est une super énergie. Oui, puis à ce moment-là, mon rôle aurait plus dû être comme le rôle que j'ai en ce moment dans ce que j'entreprends avec Quartier Hype, avec Grow Momentum, dans le développement des affaires. Discuter avec des gens puis trouver des solutions. Là, à ce moment-là, j'étais plus dans l'opérationnel. Ouais. Puis ça, j'ai jamais été le meilleur. D'ailleurs, ça fera partie du sujet tantôt, l'opérationnel. Tu connais-tu Dan Saint-Aubin? Ben oui, Dan. Ben oui, je prends un café avec demain. Cool. Ben oui, je prends un café. Comment tu le connais? Dan, on se connaît d'étudiants à votre service. Vrai? Les deux, on a eu des franchises de peinture étudiante. Wow. C'est le même que j'ai rencontré beaucoup de monde de l'Outaouais avec qui je chum aujourd'hui. C'est le même que j'ai rencontré mon partner. OK. Dan est venu sur le podcast. Ah oui? Tu l'as pas vu dans la liste, là, tu l'écouteras. C'est un des bons épisodes il est tellement podcast. Incroyable, tellement authentique, ce gars-là. Vrai, ah oui, c'est fou. Il est tellement authentique, tellement vrai. Il raconte une belle business histoire. En plus. Puis il raconte justement le move qu'il a fait de mettre Guillaume comme CEO de Nordco quand c'était son bébé. Puis ça, j'ai trouvé ça tellement sage et humble de sa part de reconnaître que c'est un bâtisseur, c'est un bon leader, mais il était capable de mettre quelqu'un de plus qualifié que lui pour ce qui est de la gestion, l'exécution du plan de l'entreprise. Puis Guillaume, c'est un gars super sharp et super organisé. Donc, ce que je me rappelle de lui, oui.
Je trouvais ça cool qu'il ait reconnu ça, qu'il ait fait le move. Puis, j'entends un peu le même genre de discours de ta part. Mais tu vois, comme je vais dire de moi que je suis sur le podcast, je pensais pas que tu le connaissais. Mais tu vois, je pense que la force d'un fondateur, d'un CEO, appelle-le comme tu veux, d'un propriétaire d'entreprise, c'est pas d'être capable de tout faire. T'sais, selon moi, il y a 2 éléments. Le premier, c'est à quel point tu t'entoures de gens plus intelligents que toi, plus compétents. T'sais, au final, l'entreprise, c'est une entité en soi. Ouais. C'est pas à cause que tu l'as démarré que c'est toi la meilleure personne pour l'amener du point A au point B. Ben, du point A au point B, oui, mais du point B au point C au point D. T'sais. Puis tu remarques tes compétences. Puis je te dirais, dans cette optique-là, quand j'étais DG, c'était de comprendre c'était quoi mes compétences. Puis c'est probablement la chose la plus importante. Apprendre sur toi. Apprendre sur toi. Puis aussi, l'autre élément, c'est que le temps. Moi, je respecte beaucoup plus les gens qui me disent, moi, je travaille 8 heures par jour. Ils accomplissent tellement parce qu'ils sont tellement effectifs dans leur temps, tellement efficients, en fait, plus que productifs, ils sont efficients, puis ils sont capables de bien déléguer les choses, puis ils font de l'argent ou ils ont du succès, puis whatever, c'est quoi que ça veut dire pour eux autres à ce moment-là. Ça aussi, je trouve que c'est ce qui démarque beaucoup les CEO, les propriétaires d'entreprise. Cool. Ça a duré 3 ans, ton expérience au Startup Café. Oui, environ. Puis après ça, tu as fondé une nouvelle boîte, une V2 de Startup Café, une version améliorée. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce switch-là? Tu parles de quoi exactement? Ergon. Ergon, oui, c'est un autre. Ouais, OK, je comprends. V2, oui, ça le fait parce qu'on côtoie des entrepreneurs. La vie, tu sais, quand je te parlais de synchronicité, en fait, quand on était dans le Startup Café, ça a été vraiment, vraiment tough. Parce que moi, je n'étais pas. Quand je travaillais à Firme Marketing, je travaillais également au TELUS. À un moment donné, j'ai lâché le TELUS pour être juste dans Firme Marketing. Okay. Puis, je faisais les 3 avec Startup Café au début. À un moment donné, j'ai lâché la Firme Marketing TELUS pour être avec Startup Café. Puis là, j'avais un salaire décent, tu sais, comme, mais pas des jeux de OBNL. Tu fais pas des centaines de milliers de dollars. Puis, j'étais tout jeune aussi. Puis, à un moment donné, quand on était avec le Startup Café, la pandémie est arrivée. T'sais. Nous, 3 mois après la pandémie, notre mandat est annulé. Je me suis ramassé à avoir plus d'argent, plus de revenus, plus rien. J'ai fait que je retourne au TELUS. Tu vas comprendre la suite des choses. Là. Il a fallu que je retourne au TELUS puis que je fasse comme, OK, qu'est-ce qu'on est capable de faire? T'sais? Mais avant ça, où est-ce qu'on était à l'Institut d'innovation Gatineau? Ils nous avaient suggéré, ils nous avaient dit, hey, on avait suggéré quelque chose, on avait un plan stratégique pour eux au niveau de l'accompagnement, au niveau de l'espace. Il y avait un coworking, c'était un coworking à l'Institut d'innovation Gatineau. Puis, il avait dit, on avait suggéré de refaire un emplacement, fait que de rendre ça plus agréable, plus humain. C'était plus gris, c'était plus tech, c'était pas nécessairement chaleureux comme environnement. Fait que là, on avait une amie à moi, Stéphanie Kearns, qui avait fait le design, ainsi de suite, puis on voulait entamer le projet. Nous, à ce même moment-là, Olivier et moi de Startup Café, on avait été faire un voyage d'affaires et plaisir, en fait, en Europe. On avait visité des coworking là-bas. Gotham, Impact Hub. Gotham, là, on est je les connais pas, mais j'imagine que c'est les gros espaces coworking. Gotham, il y en a plusieurs, mais comme il y en a 2 à Lausanne seulement en Suisse, puis c'est énorme. C'est du 40-50 000 pieds carrés. C'est un terrain de jeu pour l'entrepreneuriat. Là. Je te dis, être là-bas, là, tu peux pas, si tu as la mentalité d'un gars comme toi, ou de Gabriel, ou de comme moi, ou comme Justin, ou nos réseaux, là, c'est sûr que tu réussis. Là. Genre, c'est impossible que tu fails parce que l'environnement est dessiné, puis ça, je crois beaucoup, l'environnement Atomic Habit. Oui, 100%, puis ça va faire du pouce avec Ergon. Fait que on va là-bas, on interviewe, on a visité des coworking en Italie, en France, ainsi de suite, à Nice, puis on est revenu avec beaucoup d'idées. Puis, il y a un événement, pandémie arrive, fait que là, les idées ils tombent mortes. Hein. Puis, un développeur immobilier qui est sûr où est-ce qu'on était situé à Ergon, qui lève la main et dit, nous autres, on aimerait s'ouvrir un coworking parce qu'il y avait l'idée initiale de bâtir un gros village urbain. Super beau concept, initialement. Puis, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a fait, hey, on est capable de le faire, on est capable de créer des communautés. On l'a fait, puis on a des compétences entrepreneuriales, fait qu'on va monter un modèle. Fait que là, ainsi de suite, on a commencé à développer un modèle, puis ça a pris 1 an et demi peut-être, on va dire 2 ans, 1 an et demi avant que Ergon, le premier clou, se passe, parce que financement, COVID, coût de construction, toutes les red flags là, pour ne pas ouvrir là, étaient toutes là. On a continué. On a continué parce que la collaboration qui avait été identifiée initialement avec les développeurs et nous, c'était on y va. On fonce, on vous accompagne, on le fait ensemble. Tête baissée. Oui.
Peut-être baisser, c'est quand même des gens de chiffre, ils comprenaient les choses, mais ils étaient comme on vous accompagne. Ça passait pas bien, puis l'idée était trop forte. Elle était trop forte, puis le besoin, puis le coworking, c'est un modèle qui est en évolution. Quand la COVID est arrivée, je parlais avec Fred d'Office quand j'avais été à un événement, premier petit événement de coworking à Montréal. Head Office, qui est la plus belle bannière de coworking au Québec. Là. Je ne sais pas si vous connaissez, là, mais vous irez voir, c'est malade. Je pense qu'ils sont rendus à 15 coworking. Fou parcours, Fred puis son équipe. Puis, c'est qu'il c'était en diminution, en COVID. Nous autres, on a ouvert juste un peu après la COVID. Puis, la business a bien été. On avait trop de désir de vouloir changer le monde, selon moi. Trop de choses en même temps. Puis ça, c'est la maturité, quand on parlait de moi il y a 10 ans versus aujourd'hui, la maturité de prendre des décisions, de dire on va prendre notre temps. Parce que c'est vraiment important. Tu sais, c'est pas à la vitesse que tu vas, c'est en direction que tu vas aller qui va t'amener plus loin, selon moi. Puis, on a monté le modèle. Moi, j'étais fringant. Première entreprise, c'était beau. On avait 11 000 pieds carrés, 12 000 pieds carrés. Galerie d'or à l'intérieur. C'était un bijou, ce coworking. Là. Puis je le dis parce que je le crois. Tu sais. J'ai plus rien à vendre. Là, on l'a fermé. Puis, on a réussi à créer une communauté avec ça. On a réussi à remplir les espaces. Maintenant, on était à 80% plein du coworking, des bureaux privés. Ça bougeait. C'était fou, là, l'énergie qu'il y avait là-dedans. Puis, ça a été un peu, comme tu dis, une continuité du Startup Café à un certain point parce que c'était beaucoup communauté. C'était axé sur comment on est capable d'amener l'humain plus loin puis de bâtir des relations. Puis moi, naturellement, j'aime connecter les gens. Fait que moi, c'était ma job de rêve à ce moment-là quand j'étais dans mon rôle parce que j'ai suivi l'élément que j'ai sorti de mon rôle beaucoup. Mais quand c'était le développement des affaires, rencontrer des gens et tout, la seule chose, c'est que qu'est-ce qui nous a, je dirais, qu'est-ce que je ne recommencerai pas, c'est le fait de vouloir tout faire en même temps puis de ne pas avoir le manpower pour le faire. C'est-à-dire, tu sais, organiser plein d'événements, vouloir aller chercher des commandites parce qu'on voulait habiller l'espace, pour voulait créer d'autres choses différentes. On avait des projets de fou pour les terrasses. On avait 4 terrasses. On voulait créer un milieu que c'était jamais vu, même au Québec. So, on allait compétitionner au niveau dynamique d'espace, puis ambiance, puis environnement et tout, là, puis calendrier événementiel avec les WeWork de ce monde, mais avec un coworking. Puis, ça a été toute une expérience. J'ai des merveilleux souvenirs. Des relations que j'ai créées là-bas, Ergon a été le tremplin de la personne professionnelle que je suis aujourd'hui parce qu'il a fallu que je prenne un pas de recul à plusieurs reprises puis que j'évolue comme être humain pour être capable d'être dans le cadre de la personne que je suis aujourd'hui. T'sais. Avais-tu choisi d'être le DG pour Ergon? Je n'étais pas le DG. Moi, j'étais vraiment celui qui était au développement des affaires puis le marketing. On avait un studio de podcast, le studio Jimango, qui maintenant s'appelle OnPod pour les intéressés. Je pense qu'il y en a un à Montréal également. Puis il y en a... C'est un studio automatisé. Ouais, là. Exact. Il y en a un, en fait, chez Head Office, parce que j'ai connecté Jay avec Frédéric vers la fin Ergon. Puis il y en a un à Ottawa également. Mais on avait, tu sais, studio de podcast, on avait des salles de conférences, on avait un peu tout. Puis c'était vraiment une belle ambiance en soi. Mais excuse-moi, j'ai peut-être dévié ta question, là. Enfin, je te demandais juste si tu avais été le DG. Ah, ouais, c'est ça. Donc, tu vois, cette fois-ci, tu t'es mis plus dans ta bonne chaise. Ouais, exact. J'ai vraiment envie que tu parles du pivot, des multiples pivots, mais je sais que là, après Ergon, comme tu as choisi d'y mettre fin cette année. Oui, en février. C'est ça. Puis ça allait bien. C'était pas une décision. Je vais vous dire la vérité, en fait, là, parce que, puis la vérité que tout le monde dit, là, c'est le même que je dis, là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux éléments sur lesquels... De un, ça a été une décision d'affaires. Dans le sens que, à un moment donné, tu prends un pas de recul en affaires, puis tu fais comme, est-ce que ça répond à mes objectifs de vie? Est-ce que ça répond à mes projets? Est-ce que ça répond à tout ça? Puis à la fin, mes partenaires, ils avaient leur travail, leur business. Fait que c'était moi qui s'occupais de ça. Puis c'est là où est-ce que je suis tombé plus en mode opérationnel. Puis ça, j'aimais pas ça. Dans le sens, je ne suis pas... Ça sert à rien d'essayer de me convaincre. J'ai essayé de me convaincre pendant des mois. Je ne suis pas une personne d'opération. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fermé Ergon pour raison de business-wise. On a eu une opportunité avec Agora qui reprennent les lieux pour faire d'autres projets et tout. Où est-ce qu'ils en sont, je ne le sais pas, mais on a eu plusieurs négociations là-dessus, puis on a juste décidé de fermer la place. Mais ça, c'est surtout venu à cause que c'était rendu beaucoup trop. Moi, j'étais... à la fin, puis c'est pas de la faute de personne, là, c'est simplement la vie. En fait, moi, j'étais sur le bord de faire une dépression. Là. J'avais tellement de travail, j'étais tellement pas aligné avec moi-même. J'avais des discussions, les dernières discussions que j'ai eues avec Denis, parce qu'à ce moment-là, quand j'étais en train de fermer Ergon, il était comme, là, tu es dans une rivière, là, puis tu nages à contre-courant. Tu penses que tu avances, mais tu recules. Lève les bras, laisse-toi aller. T'sais. C'est comme mot pour mot qu'il m'a dit ça. Parce que il disait, en ce moment, tu es du tout aligné avec ce que tu veux faire, puis c'est juste la vie qui t'envoie le signal, puis c'est la réalité. Puis je l'ai écouté. Puis quand j'ai commencé à voir que je dépérissais, littéralement, j'étais plus bien, là, comme
physiquement, j'étais plus bien psychologiquement. C'est là qu'on a eu plusieurs discussions avec mes partenaires, puis là, on a eu l'opportunité. Ça s'est comme placé. Puis on a pris la décision de libérer les lieux, puis de laisser la place à Agora. Mais tu sais, ça a été une très, très belle expérience à ce niveau-là quand même. Là, ben, félicitations d'avoir pris cette décision-là, puis de t'être laissé aller par ta propre volonté plutôt que d'avoir l'eau qui casse un barrage. Ou, parce que si t'es mal aligné puis t'es pas dans le bon business, éventuellement, c'est ça qui va arriver. Puis c'est plate que ça finisse de même. Plutôt que ça finisse de ton... Excuse-moi. De ton propre... de ta propre intention. Mais tu sais, ça a été... J'aurais sûrement pu continuer. C'est ça l'affaire. J'étais tellement téméraire qu'on va la faire. Hey, on a tout fait. On a tout fait à un certain point dans le sens que pour faire connaître la place davantage. Puis ça allait bien, tu sais, dans le sens, les dernières semaines qu'on était là, on avait des belles organisations. On avait une grosse compagnie des States qui venait s'installer au Canada, puis il y avait besoin de Gatineau, puis c'est nous autres qui avions choisi. J'avais signé les ententes et tout, puis ça n'a juste pas terminé comme qu'on le voulait. Mais pour faire suite en fait, mon pivot professionnel, ça a commencé à Ergon. Quand je parle de synchronicité de la vie, là, pour vrai, je peux pas. Il n'y a rien de plus flagrant que ce que je vais vous dire. Moi, j'étais à Ergon. Le deuxième ou le troisième membre qu'on signe à Ergon d'un bureau semi-privé s'appelle TJ. TJ Raza. Son nom est beaucoup plus long. Il vient de Madagascar, mais c'est son surnom. TJ a une compagnie dans le domaine de la tech. C'est un développeur de logiciels à ce moment-là. Excellent, en fait. Il y avait différents mandats, puis il avait lancé sa compagnie qui s'appelait FluxBuild. TJ vient s'installer à Ergon. J'ose un peu, puis on s'est côtoyé, prenait des petits cafés par-ci par-là. Moi, j'étais toujours dans le jus, j'étais toujours occupé. M'a amené, laissé aller, TJ, après 6 mois, il finit son truc, puis il avait été recruté d'une compagnie, puis il avait été travailler à Silicon Valley. Fait qu'il avait travaillé aux States, d'une start-up en intelligence artificielle, puis en développement de logiciels. Ça fait du pouce à ce que je vais vous dire. TJ, à ce moment-là, on se côtoyait un petit peu, mais on avait perdu le contact. Dans le même temps, en fait, non, 8 mois avant qu'on ferme, TJ m'envoie un message. J'y envoie un message parce que je vois de quoi passer. Puis je dis, hey, ce serait le fun de catch-up. Ce serait le fun de se rencontrer, de prendre un café. Viens-t'en au bureau. Tu sais. Mm-hmm. Puis moi, je savais déjà qu'on réfléchissait à c'est quoi le meilleur scénario pour être capable de fermer la place. Tu sais. Fait qu'on avait des discussions avec le développeur immobilier et tout. Puis TJ me présente un logiciel qu'il a développé pour une école. Il me parle un peu de comment ça fonctionne, comment il a intégré l'automatisation, l'intelligence artificielle. Puis moi, je ne comprenais absolument rien. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'intelligence artificielle. Moi, comme tout le monde, l'IA générative, avec ChatGPT, c'était comme révise-moi ça, corrige-moi ça, cherche-moi ça. C'était très, très, très de base. Là. Puis, j'étais intéressé à savoir comment que ça pouvait s'appliquer également d'une business, mais je ne savais pas pourquoi j'étais intéressé de même. Commencé à jaser. Moi, j'ai bâti un réseau. C'est quelque chose que je suis vraiment content puis fier, c'est d'avoir entretenu et bâti un réseau, puis d'avoir donné de la valeur à ce réseau-là, puis de m'être assuré de le faire croître, tu sais, puis de pouvoir... Quand je décroche le téléphone, j'envoie un courriel ou quoi que ce soit, c'est pas intrusif, tu sais, c'est pas on se connaît pas, tu sais, on s'est déjà vu, tu sais, par mes implications, mettons, avec la chambre de commerce ou quoi que ce soit. Fait qu'on commence à planifier une couple de rencontres avec, on va dire, une vingtaine d'entreprises, construction, domaine juridique, milieu financier, comptabilité, name it, différentes industries. Puis là, on parle, TJ puis moi, on est comme, OK, on va parler d'intelligence artificielle. Puis TJ présente un peu qu'est-ce qu'il fait. Puis nous, on a comme un flash, on rencontre une grosse compagnie en Outaouais, en construction, pas en construction, c'est la toiture commerciale. Puis là, on leur présente les fonctionnalités, mettons, de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui peut être fait. Puis c'est là que j'ai eu le déclic. Ils n'ont pas accepté. Dans le fond, on n'était vraiment pas compétents. Pas compétents, mais pas structurés pour être capable d'accompagner ce type d'entreprise-là encore. Mais c'est là que j'ai dit à TJ, ça m'intéresse vraiment. So, moi, je suis allé, je pense que c'était un peu avant ou un peu après mon voyage au Guatemala, en novembre dernier, en fait. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à écouter des vidéos. Je me suis instruit. Je pense que je n'ai pas passé 250 heures à écouter des vidéos de Liam Hartley, de Nick Sarev, pour ceux et celles qui veulent aller voir. C'est intéressant. C'est tout ce qui est développement d'une agence, puis tout ce qui est... Liam Hartley. Liamottley. Très intéressant. Puis c'est tout ce qui est application de création, en fait, d'agents IA à partir de sa propre base. En fait, il a créé un logiciel qui s'appelle Agentive, puis d'automatisation, puis d'intelligence artificielle avec des outils no-code, c'est comme Anyten, Make, Zapier, et ainsi de suite. Puis je comprenais rien.
Rien, là, je comprenais rien là, du tout. Là. Moi, je suis une personne qui vend, qui bâtit des relations. Puis là, j'ai commencé à comprendre c'était quoi l'intelligence artificielle, comment ça pouvait s'appliquer, quel problème ça pouvait régler autre que de créer une image, qui est super en termes de marketing. Puis là, TJ puis moi, on a commencé à évoluer là-dedans. Puis là, on a eu des rencontres. Au début, tu me dis si tu veux. Non, tu t'en vas dans la bonne direction. C'est vers là que je voulais qu'on aille. Au début, on est arrivé, puis on avait l'idée de. On était vraiment sur on pensait être sur un bon filon. On a commencé à se dire on va développer des agents IA qu'on va trouver un problème. Fait qu'on a rencontré paquet d'entreprises, des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, name it, les types d'organisations, pour comprendre c'est quoi le pain point. Puis, on a commencé à développer, on avait développé un outil, un agent IA, en fait, qui est capable de prendre des données sur une page web. Puis selon les données, on avait trainé l'agent pour que quand on prend un screenshot, ça vienne les transposer puis les structurer dans un autre document qui était brandé aux couleurs du client et tout. Super! Là. Mais ça, on le vendait genre 150 $ pour comme 15 heures de travail. Un développeur de logiciel comme TJ, à l'expertise qu'il a, tu le prends sur le marché, il y en a qui il y a des offres de 250 000 $ US par année. T'sais. Fait qu'on s'entend, il n'y a pas de retour sur investissement, mais on l'essaye. Puis les deux, il y avait tellement de belles synergies qu'on s'est dit, on a tenté le coup quand même. Puis on m'a emmené après rencontrer des clients des entreprises. On a remarqué qu'il y avait des milieux qui n'étaient pas adaptés, dans le fait, encore à l'intelligence artificielle parce que ça te prenait différents grades de connaissances ou plutôt peut-être des certifications où juste le milieu était un petit peu plus archaïque. Le milieu judiciaire, le milieu financier, santé et tout. Fait que là, on a commencé à remarquer des patterns de qui n'est pas notre client cible. Fait qu'on éliminait. Ça a été l'expérience dans l'affaire. Dans le sens où on éliminait des clients comme ça, on ne peut pas l'aider, ça prend trop de temps. Puis, du jour au lendemain, environ, on a fait un constat qui a été le changement de l'entreprise actuelle, qui est la technologie est démocratisée en ce moment. N'importe qui peut aller en ligne, puis peut aller écrire du code avec Cursor, avec Windsurf. N'importe qui peut aller vibe coder, en fait, une application qui ne sera pas parfaite, qui va nécessiter un ingénieur encore en arrière, mais avec Lovable, mettons, qui peut créer lui-même des outils pour lui. N'importe qui peut penser à ses processus, cartographier ses processus opérationnels. Quand tu sais nécessairement comment le faire, tu vas sur YouTube, tu sais, on a accès à l'information, puis prendre des outils tels que N8N, puis bâtir des agents IA pour être capable de sauver 1 heure par jour, 5 heures par semaine, 20 heures par mois, pour quoi que ce soit. Fait que là, on s'est dit, nous, on est en train de créer un modèle d'affaires où est-ce qu'un jour, dans l'optique, là, on était très visionnaire, on va se faire acheter. C'est ça le but. Quand tu lances une startup en tech, puis moi, je connaissais rien au milieu de la tech à ce moment-là, en passant, là, genre zéro. Là. J'ai un background en marketing et tout, fait que je comprends, il y a des outils que j'ai déjà utilisés, mais la fondation d'une compagnie technologique, c'était TJ. Puis, on a remarqué que n'importe qui, dans 2 ans, 3 ans, allait pouvoir le faire. L'ère de l'intelligence artificielle, c'est maintenant, puis de plus en plus, ça va arriver bientôt, puis on en voit déjà des modèles où est-ce que tu vas juste pouvoir lui dire quoi faire comme avec Lovable, puis il va te bâtir ta solution. T'sais. Il y a des limitations encore. On n'est pas rendu au modèle AGI, en fait, qui nomme étant l'intelligence artificielle qui pense comme un humain, puis qui réfléchit comme un humain, puis qui agit comme un humain de manière autonome, mais quand même. Puis on a switché en agence, en firme. C'est là qu'on a fait, OK, c'est là qu'on amène le plus de valeur. Parce que, je viens de prendre un petit gorgée d'eau. Fait que c'est ça, Cartier AI. Oui, exact. Fait que la compagnie, c'est Cartier Intelligence Artificielle. Puis on le brandé, en fait, Cartier AI. Puis, à ce moment-là, quand on a fait le switch en soi, on s'est dit, OK, là, on va trouver, on a remarqué des situations qui étaient récurrentes avec les entreprises. On a remarqué des industries qui avaient des plus gros défis. Puis, on s'est donné comme mission d'être la firme qui allait moderniser opérationnellement parlant, les PME du Québec puis éventuellement du Canada. Pourquoi que je suis aussi convaincu de ça, c'est qu'on vit dans une ère où est-ce que recul il y a 20 ans, des compagnies en web, il y en avait plusieurs, mais il n'y en avait pas comme aujourd'hui. Fait que nous, on est exactement là où est-ce qu'on doit être, au timing parfait, pour être avec les compétences internes puis le pedigree pour le faire, comme les résultats qu'on a déjà eu pour nos clients, d'être capable de se positionner comme étant cette firme-là. Il y en a des qui sont plus avancés, que ça fait 5-6 ans au Québec et au Canada qui travaillent, mais on se positionne vraiment là. Puis, ce qui s'est passé, c'est que là, on a commencé à rencontrer des entreprises avec une optique de les opérations.
Parce que quand tu parles d'intelligence artificielle, on pense à ChatGPT, on pense à Perplexity, où est-ce que tu vas faire des recherches qui va te donner une source qui est beaucoup plus valide, beaucoup plus sûre. On pense à des outils comme VO3 de Google, où est-ce que tu peux créer des films avec du prompting, et ainsi de suite. On parle d'un paquet d'outils. Mais la réalité, c'est comment on peut amener de manière actionnable puis concrète des résultats quasiment à l'implémentation. C'est en créant des outils custom. En créant du custom ou oui, en créant du custom, même on peut utiliser, dépendant des cas pratiques, des outils no-code, mais ça va être plus rare. Mais c'est surtout au niveau des opérations. Fait que, quand une entreprise arrive puis veut faire l'intégration de l'intelligence artificielle, je donne l'exemple, nous, on est beaucoup... OK, mais on rewind un peu. Vas-y. Premièrement, peut-être pour ta business, c'est quoi les industries avec lesquelles ça s'intègre facilement, rapidement, comme tu disais? Industrie de la construction, c'en est une, définitivement. L'industrie financière également. Quand je dis financier, c'est pas les banques, c'est plus des compagnies de comptabilité, ainsi de suite, qui vont travailler avec la fiscalité, parce que il y a des paramètres qu'on comprend, puis c'est plus facile, il y a moins de restrictions également, tout en étant très, très sécuritaire comme type de solution qu'on met en place. Ça, c'est la priorité numéro 1. Je te dirais que c'est quand même large en ce moment encore. Les industries je veux dire, les industries qu'on se spécialise pas dedans, parce que là, ça prend vraiment, vraiment beaucoup. Il faut que tu te niches à 100%. Juridique. Ça, c'est quelque chose il y a tellement de gouvernance à gauche, à droite, les gouvernements institutionnels, code déontologique, c'est pas nécessairement, c'est pas là qu'on va aller ou qu'on a le plus de facilité à aider. Je te dirais que l'industrie également de la santé. Vos low-hanging fruits, c'est la construction. Ouais. Ça, c'est quelque chose, vous avez de la facilité avec ça. L'immobilier aussi. L'immobilier, la gestion immobilière. Pas mal tout, je te dirais. Les courtiers immobiliers? Non, pas les courtiers. Tout ce qui est les professionnels, on ne va pas nécessairement... c'est pas notre ICP. C'est pas le personnel où on va amener le plus de valeur et avec qui on va travailler. C'est la PME qui a, je te dirais, comme 5 ans d'expérience, qui a déjà des processus en place, qui roule son entreprise adéquatement, qui a des ressources humaines, qui a une gestion financière à faire à l'interne, qui a des opérations également. On parle souvent de ERP, en fait, type de logiciel qui va t'aider à procédurer, en fait, tes bookkeeping. À un certain point, également. Puis, ce qu'on va faire à ce niveau-là, sans tomber dans le côté technique, parce que ça, c'est beaucoup mon associé TJ, c'est qu'on va être capable de cartographier les opérations des entreprises-là, en fait, pour terminer avec l'ICP, qui va faire un chiffre d'affaires, je te dirais, de peut-être 2,5 millions à 10 millions. Comme on peut aller plus haut que ça parce qu'on a quand même le man's work, puis on utilise nous-mêmes l'intelligence artificielle. On a vraiment dans nos valeurs, l'innovation en fait partie. On s'assure de toujours trouver les meilleures technologies pour que ça soit le plus... Fait que des petites, moyennes entreprises. PME, 5 à 50 employés, je te dirais. Pas dans des domaines trop encadrés comme le droit, des assurances, je sais pas. Exactement. Et comment est-ce que tu vas savoir, en tant que PME, que tu pourrais bénéficier de l'intelligence artificielle? C'est quoi le déclic? C'est quoi le réflexe qu'il faut qu'on aille? Comme moi, j'utilise ChatGPT tous les jours, mais je me considère comme un néophyte là, en tout ce qui est intelligence artificielle. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Right? C'est là que je suis, puis c'est là qu'on est beaucoup à être, je pense. Donc, comment est-ce qu'on peut commencer à savoir qu'on... à pas savoir... Je comprends ta question. Mais tu sais où est-ce que je m'en vais? Je comprends ta question, 100%. Je te dirais que je vais sauter par la suite à l'approche qu'on a après avoir répondu à ta question. Par où commencer en soi? Je te dirais que si tu n'as pas si tu gères ton entreprise à partir de fichiers Excel ou de Google Sheet, puis tu n'as pas d'ERP qui est comme un Enterprise Resource Planning, là, c'est un outil qui va t'aider à gérer les départements de ton entreprise, grosso modo. Pour les finances. Ben, tout, en fait. Les ressources humaines, les finances, les opérations, la gestion des stocks, ainsi de suite. Est-ce qu'une suite Zoho, c'est un ERP? Suite Zoho, ça va être c'est un écosystème. Oui, à un certain point, oui, ça va être un écosystème qui va te permettre de pouvoir gérer les différents départements. Mais encore une fois, puis garde ta question par rapport à Zoho, ça va être intéressant d'en parler. Si tu as l'impression que tu perds du temps, que
tu t'identifies des tâches qui sont extrêmement répétitives. Puis des tâches qui sont souvent basées sur des chiffres. C'est-à-dire, arriver, ouvrir un dossier, ajouter un chiffre là-dedans. Ensuite de ça, arriver, prendre telle information parce qu'il y a un client qui t'a envoyé un PO en soi. Puis là, cette information-là, elle doit se retrouver, dans l'exemple PO 3, 4, 5, doit se retrouver dans le projet 1, 2, 3. Puis il faut que tu le prennes puis tu le glisses à l'intérieur de tout ça, dans ce document-là. Tout ce qui est une perte de temps répétitive que même un employé va faire en soi au niveau administratif, répondre à des courriels récurrents, parce que souvent, tu as les mêmes courriels qui vont revenir, puis tu réponds toujours la même chose. Tu n'as même pas de template initial dans ton outil, que ça soit... Je donne l'exemple, il y a des gens qui gèrent leur lead encore directement du form du site web au courriel. Mais il faut que tu aies un système qui va être le CRM, qui va t'aider à pouvoir gérer tes opportunités, savoir comment, quand tu y as parlé, qu'il va y avoir une certaine récurrence là-dedans, des templates, en fait, de courriel. Ça, c'est de la base en tant que tel. Ouais. Je te dirais, un autre élément pour les entreprises qui cherchent à intégrer l'intelligence artificielle ou qui ne savent pas par où commencer, c'est si tu utilises ChatGPT en ce moment, qui est un très bon outil, pour faire révise-moi ce document-là, corrige-moi cette information-là, rédige-moi un courriel. Juste là, en partant, c'est la seule chose que vous faites. Vous devez tout de suite commencer à analyser et à aller lire en ligne comment l'intelligence artificielle peut vous aider à moderniser vos opérations. Parce que le pourquoi je disais tout à l'heure, le milieu immobilier, c'est que nous, on a un client qui font la location court terme de 11 mini-chalets. Eux, ils utilisent un autre élément. Si vous avez 4, 5 ou 6 différents qui reviennent, en fait, puis qui ne sont pas nécessairement interconnectés, c'est une bonne... Le moment est important de regarder c'est quoi les opportunités qui existent pour être capable d'intégrer l'intelligence artificielle ou de bâtir un logiciel sur mesure, tout dépendamment des besoins. C'est un bon indice. Nous, on est définitivement là. T'sais, nos départements ne communiquent pas vraiment de manière à travers le software. OK? Ça donne un bon portrait d'indices que tu pourrais bénéficier de l'intelligence artificielle. Parce que je suis sûr que la réponse large, c'est tout le monde pourrait bénéficier de l'intelligence artificielle, mais c'est dur de le quantifier puis c'est-à-dire ça vaut-tu mon temps? On est tous dans le juice, on a tous des feux à éteindre, de se dire, bon, ben je vais laisser ce feu brûler là puis me concentrer sur intégrer l'intelligence artificielle. C'est quoi mon retour sur mon investissement de ce temps-là et tout? Donc déjà, ça, c'est une bonne base. Fait que c'est quoi les premières étapes? Mettons, c'est quoi l'expérience de faire affaire avec quelqu'un comme vous qui vont te prendre un peu par la main? T'sais, nous autres, on prend les gens par la main pour qu'ils investissent dans l'immobilier parce qu'ils n'ont pas le temps puis ils n'ont pas le focus là-dessus. Puis on serait du genre à avoir besoin que quelqu'un nous prenne la main pour intégrer l'intelligence artificielle dans notre business. C'est ça que vous offrez, si je comprends bien. Donc, ça ressemble à quoi l'expérience? Avant de tomber dans comment on accompagne, c'est quoi l'expérience, on va tomber dans le pourquoi. TJ a l'expérience terrain parce qu'il a travaillé sur multiples projets, dont ceux qu'on a avec nos clients actuellement, pour être capable de comprendre concrètement comment appliquer l'intelligence artificielle dans les solutions d'affaires, en fait. La cartographie des opérations, la compréhension technique de comment la technologie est capable de venir régler tel problème, ça, c'est la chose la plus importante selon moi. Puis ça, c'est des compétences qu'on a à l'interne. De mon côté, dans l'équipe, c'est de la compréhension de la problématique. Fait que, tu sais, TJ est excellent pour quand on a une rencontre avec un client, de faire comme, OK, c'est comme ça qu'on est capable de t'aider, puis de rapidement dire, voici ce que ça va faire pour toi. Tu sais, il n'y a pas de blabla. Si on ne peut pas amener... On a refusé des clients, puis on a dit non à des gens, puis même des gens dans les meetings qu'on a marqué, on ne pourra pas les aider, fait on va pas on peut pas les accompagner. On mise pas sur le fait de générer plus de revenus pour générer plus de revenus. Il faut que ça amène un résultat concret. Puis ça, cette connaissance technique-là, puis cette connaissance de l'humain également, comprendre c'est quoi la problématique, la vraie, on l'a. L'élément, puis là, j'y vais en surface, là, le comment qu'on le fait, c'est qu'on a 3 différents produits ou services à Quartier AI. Le premier, qui est quand même tout nouveau parce qu'on a itéré récemment, c'est un peu comme un workshop. C'est comme un atelier où est-ce qu'on passe environ 4 heures avec le groupe de dirigeants d'entreprise, où est-ce que là, on va parler, on fait l'introduction concrète de l'intelligence artificielle, mais dans les outils natifs. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous, notre rôle, c'est pas d'arriver et de rajouter un outil à l'entreprise quand on fait l'intégration de solutions d'intelligence artificielle. C'est d'être capable d'intégrer ce qu'il fait en ce moment selon ses opérations pour qu'il n'y ait pas de changement pour lui, mais que ça vienne lui faire gagner de l'argent, du temps, et ainsi de suite, puis l'efficience de son entreprise. So, l'atelier qu'on fait, c'est
initiation avec tout ce qui est Microsoft Copilot, la suite Microsoft, Teams, ainsi de suite. J'ai rédigé une infolettre hier qui va sortir demain par rapport à une fonctionnalité qui est le preneur de notes, en fait, dans Teams, qui est capable de faire des résumés, puis ainsi de suite. Fait que tu n'es plus obligé de te concentrer à prendre des notes dans une rencontre. C'est hyper... C'est un réel problème pour un dirigeant d'arriver puis de prendre des notes dans une rencontre puis de capable de faire le bon suivi, puis ainsi de suite. Mais là, maintenant, on est capable de le faire avec les outils natifs, en fait, d'une organisation. Même chose avec Google Gemini, en fait. Gemini, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, mais je ne l'utilise pas. C'est l'IA de Google également, ça. Il y a plein de fonctionnalités dans Agent Workspace que tu peux créer des automatisations. Ça, on pourra en revenir également. Avec cette introduction-là, mais réfléchis selon l'entreprise. C'est-à-dire, toi, vous êtes fait du développement immobilier, vous avez un fonds, ainsi de suite. Je ne connais pas encore votre modèle d'affaires à 100%, mais tu comprends le concept. Ben, c'est d'analyser qu'est-ce que vous faites, puis de vous donner des cas précis de comment vous pouvez l'implémenter, puis c'est quoi, jusqu'où ça peut aller. Tu parlais tantôt, je ne sais pas nécessairement par où commencer, c'est de là qu'on commence. Comment ça s'applique concrètement dans ton industrie. Fait que nous, on a une recherche qu'on fait auparavant, puis quand on arrive dans l'atelier, on est capable de déjà arriver avec des cas, mais on a quand même c'est une discussion, là, c'est un échange, là, puis des cas applicables. Par la suite, dans ce même atelier-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une cartographie des opérations. Souvent, les gens, une des premières étapes pour comprendre comment j'automatise, comment j'intègre l'intelligence artificielle, c'est comprends-tu tes opérations? C'est comprends-tu c'est quoi le premier input par rapport à cette tâche-là, puis c'est quoi le output? Qu'est-ce qui se passe dans la cartographie que tu disais. Exactement. Mais ça, on vient la faire pour l'entreprise. Puis on lui remet. Juste ça doit être... c'est super intéressant. Là, je sors de là. Puis, mettons, une semaine plus tard, je sors de là parce que c'est par rapport à toi. Puis, je te remets un document où est-ce que ça, c'est tes opérations, ça, c'est les fonctionnalités, puis ainsi de suite. Puis, en fonction de ce qu'on a discuté, des outils qui existent, que tu utilises déjà, voici ce que tu peux faire pour peut-être sauver 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Fait que là, tu sors de là, tu as une compréhension beaucoup plus profonde, en fait, de comment l'intelligence artificielle peut t'aider opérationnellement parlant, puis de manière administrative également. Tu as une cartographie de tes opérations que tu peux prendre n'importe quand, avec n'importe qui, puis tu es capable d'arriver à faire comme, hey, moi, je vais automatiser telle chose. Fait que là, tu as les outils pour réfléchir. Le deuxième service qu'on offre, ça, c'est plus pour des plus grandes PME qui ont besoin d'un peu un traitement choc, mais ont besoin d'accompagnement maintenant pour trouver des solutions. C'est le CTO fractionnaire. Fait que c'est un chef technologique, en fait, à l'interne, à l'externe de ton entreprise, mais on travaille comme si on était à l'interne. Puis, c'est un abonnement mensuel avec notre équipe où est-ce qu'on fait un premier audit complet, un audit organisationnel, un audit de l'entreprise, de toutes les fonctions, en fait, de l'entreprise. On fait comme, OK, toi, parle-moi de tes défis, puis là, je raccourcis ça, là, mais parle-moi de tes défis, parle-moi de c'est quoi les plus gros pain points, parle-moi où est-ce que tu as vraiment des difficultés, puis ce qu'on vient faire, c'est qu'on règle ça à chaque mois. Fait que tu as du concret, tu as de l'applicable, tu as du résultat le premier mois, le deuxième, dès le départ, parce que généralement, le premier mois, ça va être un audit complet de ton entreprise, dont la cartographie des opérations, dont l'introduction de l'intelligence artificielle et tout. Puis là, on vient régler des problèmes qui vont vraiment générer, ils vont t'enlever un poids sur les épaules, au niveau technologique. Connexion des outils. Extraordinaire d'avoir un CTO. Puis tu sais, la beauté de ça, c'est que c'est par mois. Le mois d'après, tu le veux pas, tu le prends pas, dans le sens que si tu as besoin d'un traitement choc, tu as un projet en tête puis tu veux le faire pour les 6 prochains mois, tu n'es pas obligé d'engager une ressource à l'externe, de le former par rapport aux visions, mission, valeur de ton entreprise. C'est notre équipe qui s'occupe de ça, puis on a les compétences internes de le faire. Puis le troisième, puis tout ça, c'est encore une fois, c'est en fonction de tes outils. On fait l'analyse des outils complets que tu as. En ce moment, on va travailler avec un client. On a eu la première rencontre exploratoire, mais qui mène à un mandat qui utilise iFirm, qui est un outil pour le milieu comptable et tout. Puis, il utilise peut-être 10% de ça. Mais là, quand on va cartographier les opérations, on va savoir comment être capable d'appliquer les fonctionnalités d'iFirm pour l'aider. Puis, il va y avoir du custom également, parce que quand il n'y a pas de solution native, bien, on intègre des solutions, en fait, qui vont être développées sur mesure par notre équipe, qui vont intégrer l'intelligence artificielle. Puis, le bout croquant s'en vient en passant. Là. C'est vraiment le bout qui est le plus intéressant, selon moi, dans tes processus d'affaires. Fait que tu sors de là, peut-être après 3 mois, où est-ce qu'on a réglé la plupart de tes problèmes qui étaient plus opérationnels. Fait que tu gagnes du temps, tu vas avoir plus d'efficience, puis tu vas arrêter de faire des journées de 16 heures. Ça suffit, là, ces éléments-là. La technologie est là, on peut travailler moins puis travailler plus intelligemment si on maximise et on modernise nos opérations. Oui, puis c'est surtout tout ce qu'on est capable d'automatiser, ça laisse la place à se concentrer sur... on aime beaucoup parler de work in the business versus work on the business. Ben, si le AI est capable de le faire, ça veut dire que ce que tu faisais, c'est work in the business. Tu devrais te concentrer sur autre chose. Puis sur l'autre chose, c'est sur l'humain. C'est drôle à dire, hein? Mais il y a tellement de tech
en ce moment, c'est le boom de la technologie, un nouveau boom de la technologie, un nouvel essor, en fait, avec l'intelligence artificielle, qu'il faut ramener l'humain au centre de tout ça. Ça, c'est l'approche qu'on a. On a 3 mots-clés, nous, dans notre organisation. C'est simple, mesurable et humain. Simple pour le client, l'entreprise, la personne, mesurable pour l'entreprise, puis humain pour la relation. T'sais. C'est important d'amener ce cadre-là également parce qu'on ne fait pas juste rentrer, faire comme comment ça marche, ok, parfait, on s'occupe de ça, puis on s'en va. Fait que ça, c'est un élément. Puis quand tu. Vas-y. Je ne vais pas t'interrompre, mais quand tu dis avoir un CTO fractionnel, est-ce que ça prend quand même quelqu'un à l'interne qui va s'occuper de mettre en place, d'exécuter la stratégie que le CTO a créée ou le service, c'est aussi de le mettre en place? C'est toute la mise en place. C'est la réflexion. T'engages un stratège, appelons-le comme ça, pour utiliser des termes peut-être plus mieux. C'est tout nous autres qui s'en occupent, mais en fonction de ta business. Puis le but, c'est d'arriver, puis que si tu as quelqu'un à l'interne, donne l'exemple, tu as un directeur général parce que toi, le propriétaire d'entreprise, ben, tu sais, c'est pas toi qui vas t'en occuper, le directeur ou la directrice générale, c'est les opérations, on travaille directement avec elle ou avec lui, pendant une certaine période de temps. Puis c'est très accessible comme service également, tu sais. Il y a pas de, tu ne reçois pas une facture de 25 000 ou 50 000 $ après un mois, dans le sens que pour une entreprise, pour ceux qu'on cible, pour régler un problème qui, des fois, ce problème-là peut coûter 10 000 par mois, ça rapporte. Puis le dernier service qu'on offre, qui selon moi, c'est lui que je remarque, même dans mon apprentissage là-dedans, qui amène le plus de valeur. Ben, un qui amène beaucoup de valeur, en fait, quand que tes opérations vont bien, mais tu veux les moderniser, tu veux intégrer l'intelligence artificielle, mais tu n'es pas pressé de le faire genre ce mois-ci parce que là, tu vas exploser. C'est le développement de logiciel AI, le logiciel sur mesure. D'arriver puis de comprendre, de cadrer tes opérations, puis de développer une solution qui pense comme toi, en fait. Puis, je vais te donner un exemple. On a un client que, lui, sa gestion de projet se faisait dans un fichier Excel, puis il recopiait les fichiers Excel. Puis c'est une grosse entreprise là, dans le domaine de la construction. Très bien gérée, pour de vrai. Tellement une belle entreprise. Mais la réalité, c'est qu'il y avait beaucoup de pertes de temps, beaucoup de copier-coller, beaucoup de risques d'erreur, beaucoup de suivi à faire auprès des employés pour entrer telle information. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'après avoir analysé le projet, fait le cadre, en fait, le scope du projet en soi, puis d'avoir compris les processus, on a vu différents outils qui étaient utilisés, puis on a recopié la méthodologie qui faisait, en fait, dans les fichiers Excel, puis dans ces processus en soi, mais dans un logiciel qui est beaucoup plus facile, qui est beaucoup plus à l'ère de la technologie en tant que telle, qui est beaucoup plus facile d'utilisation, évite les erreurs, fait des rappels pour lui s'il y a un besoin. Mais la chose qui est la plus intéressante... C'est quoi, c'était un schème de gestion de projet qu'il y avait sur leur Google Sheet? C'était quoi le processus? Ben, c'est tout, dans le fond, tu sais, comme tu as un nouveau projet, c'est dans le milieu de électricité commerciale, résidentielle, multilogement, tu sais, des gros projets. Fait que, tu sais, c'est tout ce qui est les PO. Ensuite de ça, c'est tout ce qui est les employés. Ensuite, c'est tout ce qui est les étapes pour être capable de réaliser le projet. Fait que c'est une grosse structure, là, quand même, l'architecture. Eux, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui commençait, ils créaient un nouveau template, puis ils le suivaient. Puis il y avait quelqu'un qui l'utilisait, puis qui venait rentrer l'information et tout. Fait que, nous autres, on a un genre de chiffrier du genre pour les projets, pour faire les chiffres, toute la modélisation, tout le due diligence, les étapes aussi sur l'acquisition d'un immeuble. C'est quoi toutes les étapes? Où est-ce qu'on en est rendu dans chacun? Donc, c'est un peu un gestionnaire de projet, un pro forma en même temps, mais c'est tout travail ensemble. Peut-être pas aussi compliqué que le leur, ou peut-être plus, je ne sais pas. Mais je suis curieux, donc dans ce cas-ci, ça vous a pris combien de temps créer ce nouvel outil-là de toute pièce? Là? Je te dirais, là, on le termine là. En fait, je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais on le termine là, la première phase, puis ça va avoir pris peut-être 3 mois total. 3 mois, c'est pas un 3 mois temps plein. C'est un 3 mois de back and forth. C'est une relation qui se bâtit avec les clients. On peut arriver. Donc, un trimestre. D'ici la fin d'un trimestre, tu peux avoir changé complètement ton système pour quelque chose de plus efficace, qui te fait sauver du temps, qui, comme tu disais, qui laisse moins de place à l'erreur aussi. Exact. Tout ce qu'on fait manuellement laisse place à de l'erreur. Puis ça dépend toujours de la grosseur du projet, tu sais, puis de à quelle vitesse que le client va aller. C'est comme un gros outil que vous avez créé. J'imagine qu'il y a plein de petits quick wins aussi à aller chercher dans les processus en utilisant des outils d'intelligence artificielle. Oui, définitivement. Mais tu sais, nous, on n'est pas dans quel sens? Bien, tu sais, là, c'est carrément remplacer l'outil par un nouveau. C'est de créer, c'est de prendre le cerveau. En fait, on l'appelle, excuse-moi, je te coupe, là, mais ça me vient, c'est l'intelligence opérationnelle. C'est le terme qu'on a créé, en fait, avec Cartier AI. Comment rendre tes opérations plus intelligentes, plus fonctionnelles, en fait, sans que tu sois obligé de toujours être là. Puis avant de faire du pouce sur les outils et ainsi de suite, il y a un élément qui, selon moi, c'est le game changer. Puis
sais, l'intelligence artificielle, tu es capable d'avoir une communication avec. T'sais, quand tu parles avec ChatGPT, des fois, il te dit, hey, je te suggère telle chose aussi, hey, comment ça va? Fait qu'il comprend le langage français, anglais ou peu importe, puis il te revient avec des réponses. Fait qu'il y a un raisonnement en arrière qui dit, s'il pose cette question-là, voici la réponse. Dans les logiciels qu'on fait, là, je sais pas si vous avez. Rappelez-vous d'Iron Man? Non? Pas vraiment. Not my thing. Mais moi, je suis un grand fan des Marvel et ainsi de suite. Okay. Dans Iron Man, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Jarvis. Okay. Jarvis, tu y parles. Puis tu lui dis, hey, fais telle affaire, telle affaire. On n'est pas là encore. Mais on est quand même, je te dirais, tu sais, quelques années, peut-être, tu te rends à ce type d'intelligence-là. Par contre, dans les logiciels qu'on fait, de manière native, il y a une communication. Il y a un élément, un chat, en fait, que tu parles avec ton intelligence artificielle, ton intelligence opérationnelle à ton entreprise qui connaît tout. Tu veux savoir, t'en es où dans le projet X ou vous êtes rendu à quelle phase, tu lui demandes, elle va chercher l'information. Tu veux savoir les taux bancaires en ce moment ou sur un prêt que tu as fait, tu es rendu à combien de mois avant que ça soit fini d'être payé, tu lui demandes, ça va le chercher directement. J'avoue que le jour où tout est intégré, toute l'information circule, puis tu peux avoir une intelligence qui chapeaute tout ça, qui est capable de te donner de l'information, structurer nos meetings, arriver avec tous les chiffres. Veut pas, on perd quand même beaucoup de temps à comptabiliser les métriques de notre entreprise. Ouais, c'est super important. On a intégré tous ces systèmes-là dans notre business dans la dernière année pour avoir une meilleure vision sur nos métriques dans tous les départements. Mais ça prend du temps, il y a de la place à l'erreur. C'est pas tout le temps super précis. D'avoir une intelligence globale qui pourrait comprendre toute la réalité de notre business, ça serait formidable. Ben, c'est exactement ce qu'on fait. Okay. Je te montrerai un autre jour, en fait, même un développement d'un logiciel qu'on fait pour nous-mêmes à l'interne, puis tu comprendras, mais c'est exactement ce qu'on fait. T'sais. Ça, c'est quoi? J'imagine que ça se fait à l'intérieur d'un an. Ça dépend de la grosseur du projet. T'sais, comme tu vois, avec ces clients-là, le projet va se terminer dans les prochains jours, livré, en fait, officiellement, probablement après les vacances de construction, tu sais, veut pas. Puis quand on lui a montré d'autres fonctionnalités, ben, il en veut d'autres. Il en veut d'autres. Parce que lui, il connaît ses problèmes. Puis il sait que si on intègre telle chose, ça va régler tel problème. Puis il faut voir ça comme toutes les entreprises actuellement, toutes les PME doivent se moderniser. Genre, c'est plus loin encore que quand l'Internet est sorti. Dans le sens, il y a des business qui n'ont pas de site web en ce moment, qui font de la business pareil, ça ne change rien. Mais comme l'intelligence artificielle, ça va être ton edge, ça va être ta concurrence, ça va être ta compréhension. Pense-y, on picture ça. Entreprise A qui ne modernise pas ses opérations, entreprise B qui modernise ses opérations. A rentre le ton bureau, trie ses courriels. Il y a un pareil de courriels junk, il n'y a même pas nécessaire de regarder. Il y a des leads qui ont rentré, ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas nécessairement de CRM. Tu es obligé de trier ça, ça y prend 1 heure. Ensuite de ça, il rentre dans son fichier Excel ou même il y a des systèmes de gestion de projet, mais qui ne sont pas nécessairement tels dans l'entreprise. Fait qu'il y a 2-3 outils qu'il va utiliser en même temps. Rentre dans un, regarde où est-ce qu'il est rendu, va voir où est-ce qu'il est rendu dans tel projet. Fait que là, quelques clics, OK, on est rendu là, le suivi a-tu été fait ou quoi que ce soit. Finalement, l'avant-midi, le passé à voir où est-ce qu'il est rendu dans ses projets. T'sais. Fait que là, après ça, il commence à mettre du temps, par exemple, faire des ventes, être capable de faire un meeting d'équipe pour voir ce qu'on en est au niveau du marketing, gérer des situations de feuilles de temps, peu importe qu'est-ce qui est opérationnel dans l'entreprise. T'sais. Puis là, à la fin du mois, lui, il veut voir ses chiffres. Fait qu'il va ouvrir son QuickBooks, il va ouvrir son Akumba, il va ouvrir n'importe quel logiciel, il va appeler son comptable. On en est où profitabilité-wise là, ce mois-ci? T'sais? Comment ça nous a coûté? Où est-ce qu'ils sont les gaps de on aurait pu peut-être générer plus de revenus là sur tel projet à cause qu'on n'a peut-être pas rentré la bonne donnée? Combien de temps qu'il a perdu? Des heures. À quel point il n'était pas dans ses forces ou qu'il n'était pas en train de travailler sur des tâches à forte valeur ajoutée en tant que propriétaire d'entreprise? Plein, tu sais. Pourcentage, je ne sais pas. Puis pense au B. Où est-ce qu'il se connecte le matin, puis il ouvre son logiciel, puis il fait juste peux-tu me dire où on est rendu par rapport à ce client-là? Où on est rendu à l'étape B, en fait, du processus? Si tu veux, est-ce que tu veux que j'envoie un courriel au client pour lui mentionner qu'on planifie une rencontre la semaine prochaine? Oui, s'il te plaît, courriel template est déjà créé parce qu'il se réfléchit comme toi, il utilise ton ton. Écoute, ça m'excite énormément cette conversation-là. Je commence tranquillement à comprendre le potentiel de l'intelligence artificielle. Je commence à avoir des GPT train pour des différents domaines. Ça, je trouve ça trippant. Ça fait une couple de semaines que j'ai train un personnel plus puis un business. Puis je commence à comprendre le potentiel, je te dirais. Puis la conversation qu'on a vient de me faire... tu sais, l'iceberg là, qui est sous l'eau, là, il vient de comme sortir un petit peu de l'eau. Là, comme je comprends un peu plus l'intérêt pour une business de données intelligentes, basically. C'est d'avoir accès, premièrement, tu sais, ce qui n'est pas mesuré n'est pas géré. Puis ça peut t'aider à mesurer
à quantifier ta business tellement facilement parce que ça se fait automatiquement. Puis là, à ce moment-là, ben, plus facile à gérer parce que tu as de l'information. Donc, je te remercie pour ce petit crash course sur le potentiel du AI en business. Je te dirais une chose, en fait, que pour l'introduction de tout le monde, là, tous celles et ceux qui utilisent ChatGPT, puis Copilot, puis Perplexity, ou peu importe des intelligences artificielles qui vont poser des questions, la première étape que je dirais, c'est d'apprendre comment être capable de créer un prompt. Comment être capable de... La base là, qui va juste vous aider, là, c'est d'aller dans ChatGPT, créer un projet, puis d'aller dans Instructions, puis aller en ligne, puis être capable de comprendre comment être capable de définir un rôle, définir des critères, définir des actions exactement que tu peux intégrer dans ChatGPT à la base, quel ton utiliser, ainsi de suite. Ça va changer votre manière de voir jusqu'où ça peut aller. T'sais. Moi, mon ChatGPT, je l'utilise à tous les jours. Il me connaît par cœur. C'est-tu dangereux, c'est pas dangereux? On va le voir plus tard. T'sais. Mais il y a un côté sécurité là-dedans. Il y a un côté qu'on commence à comprendre, mais en même temps, il y a des éléments qu'on ne sait pas encore à 100%. Mais juste de comprendre comment être capable de faire un bon prompt, puis les fondamentaux applicables dans votre entreprise, ça va changer votre manière de vraiment obtenir un résultat qui est optimal avec l'intelligence artificielle, puis voir un réel gain. C'est tout ce que je voulais dire. C'est drop the mic. Apprendre à faire des bons prompts. Ouais, complètement. Il y a quelqu'un qui m'a fait allumer là-dessus qui disait qu'il y avait des prompts qui lui prenaient jusqu'à 2000 heures à préparer. Comme, juste ça m'a fait réaliser à quel point le prompt est important. Puis là, ça a changé mon interaction avec ChatGPT, surtout dans mon cas. Là, mais super intéressant. L'épisode tire tranquillement à sa fin. Puis j'aime beaucoup entendre parler aussi de l'aspect personnel chez les entrepreneurs. C'est un gros défi, l'entrepreneuriat. Et faut savoir comment recover tout ça puis se garder dans un état, comme optimal, pour bien performer en tant qu'entrepreneur. Puis j'aimais ce que tu avais écrit. J'avais ça dans mes notes. Le succès n'est pas un résultat de la chance. Ou Success is not a result of chance, it's engineered. C'est toi qui disais ça. Comment est-ce que tu reflètes ça dans ta vie personnelle de manière à ce que ça te supporte bien dans ton entrepreneuriat? Je te dirais que les fondamentaux, le sport, définitivement. T'sais, les gens qui font pas de sport, ils sont juste moins confortables et ils le savent pas. T'sais. Fait que comment que je l'applique en tant qu'être humain, le sport, je m'entraîne, je cours, j'ai recommencé à courir récemment. Je te dirais que je vais courir 2 fois, 3 fois semaine, aller au gym 2 fois, 3 fois semaine, surtout travailler le mouvement. Fait que, tu sais, pas nécessairement juste travailler mes jambes ou mes bras ou mon dos sur des exercices qui sont très fixes, beaucoup avec des équipements comme les kettlebells et ainsi de suite. Fait que l'entraînement. Ensuite de ça, le développement personnel sur des sujets qui, selon moi, m'intéressent beaucoup, mais j'écoutais un podcast de Naval Ravikant hier, puis il disait si tu es en train de lire un livre, puis après, comme les 4-5 premières pages, t'aimes pas ce qu'il dit, change de livre. T'sais. Fait que c'est d'être capable de rester concentré ou d'aller apprendre des choses qui vont vraiment t'intéresser, puis tu vois qu'il y a un gain. Ça, c'est le deuxième élément, fait que le développement personnel. Le troisième, entretenir des relations, pas 1000 relations avec genre plein d'amis, juste, je dirais, 5-10 relations, mais les entretenir avec beaucoup d'authenticité puis beaucoup de présence, être là quand tu es avec les gens que tu aimes puis t'apprécies. Moi, ça a été un game changer d'arrêter de vouloir être avec tout le monde puis d'être seulement avec quelques personnes que je réalise qui me font du bien, me font réfléchir, me font avancer, m'élèvent dans la vie. Ça serait le troisième. Puis je te dirais, la quatrième chose, c'est il n'y a pas de recette secrète au succès ou à réussir ou à l'accomplissement. Le travail, le focus, déterminer des priorités puis déterminer comment tu vas être capable de te rendre jusque-là. T'sais. Mais tu ne pourras jamais être... J'ai fut un temps, puis je termine là-dessus, fut un temps que quand j'écoutais différents podcasts sur la spiritualité et ainsi de suite, avant d'avoir écouté Jim Rohn, peut-être que tu connais, que ça disait, tu sais, de penser Think and Grow Rich, de Napoleon Hill et ainsi de suite. Il y a une réalité là-dedans, mais la réalité est que c'est le travail qui va générer un résultat. C'est juste de quelle manière tu vas l'appliquer. T'sais. Est-ce que quand tu es sur
tu travailles, tu es aussi sur ton cell ou quoi que ce soit, tu es 100% focus. Je te dirais que la recette pour l'ingénierie derrière le succès, Ouais. là, sport, développement personnel, relations authentiques avec les gens que tu aimes, puis de mettre les Tu heures. me disais que tu étudiais beaucoup le Atomic Habits. Ouais. Puis... Ah, ma bibliothèque, je pense que j'ai une centaine de livres en ce moment. J'en ai quelques autres chez mon père, puis je continue à tous les jours. Là, en ce moment, je suis en train de me trainer pour tout ce qui est le social selling avec LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est l'élément qui m'intéresse le plus au niveau de comment être capable de bâtir une audience. Puis, c'est là-dessus que je mets toute mon énergie en termes de marketing pour Quartier High, puis même avec mes autres implications avec on devrait s'en reparler de ça. Je mets beaucoup d'énergie là-dedans aussi pour échanger des on va se follow. Tips and tricks. Certainement. On va commencer par ça. Par se follow. Ben merci. Nice. Je sais pas si tu avais. Ouais, j'ai d'autres questions. OK, c'est pas fini, j'aime ça. Non. Y a-tu d'autres livres ou du contenu que tu suggères à quelqu'un qui veut se développer en affaires, mais aussi peut-être du AI? Tu as parlé beaucoup des 250 heures que tu as mis à étudier dans la dernière année. Le AI, y a-tu du contenu que tu recommandes pour quelqu'un qui veut se familiariser avec ce monde-là? Ben, tout ce qui est AI, No Code, Liam Motley, Nick Sarev, je te dirais que IBM offre des belles capsules également, mais pour IBM, mais plus pour les fondamentaux. Là, on tombe dans des trucs que même moi, j'étais comme, OK, je comprends pas nécessairement comment ça fonctionne à 100%. Tu sais, les Large Language Models, qui c'est dans le fond le terme pour parler des outils comme OpenAI et ainsi de suite. Sinon ça... il n'y a pas de source en soi. Il y en a plusieurs que je vais regarder, mais moi, ça a été vraiment en l'appliquant que je l'ai compris également, en rencontrant des entreprises, puis ainsi de suite. Une des meilleures sources que je peux te donner pour apprendre quelque chose sur l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser ChatGPT pour y demander avec un bon prompt. C'est vrai! C'est le meilleur indicateur et le meilleur enseignant. Avec le bon prompt. Avec le bon prompt. Exactement d'où tu arrives et qu'est-ce que tu comprends pas. Exact. Tu es l'expert en intelligence artificielle. Ton rôle, c'est de m'éduquer sur comment être capable de l'appliquer dans telle fonctionnalité. Donne-moi des sources sûres également pour que je puisse aller valider. Puis, j'aimerais que par la suite, tu me fournisses un rapport sur... Puis, la fonction recherche approfondie sur ChatGPT, c'est du bonbon. Il faut que je te montre le document de recherche approfondie que j'ai préparé sur toi avant. Là. Tu dois trouver que je suis bien préparé. Mais oui, vraiment, je trouve. J'allais le mentionner à la fin. Mais il y a un élément que je peux te dire là, qui est vraiment game changer à ce niveau-là. C'est Notebook LM de Google. Va voir ça. Okay. Parce que prendre un document de recherche approfondie puis le mettre dans Notebook LM de Google, ça va te créer un micro-podcast sur tout le contenu que tu as écouté, puis ça va te faire une cartographie de tous les sujets clés de l'adduction des points de nice. Mais tout ça pour dire qu'en termes d'intelligence artificielle, c'est pas mal les deux, puis le terrain. Puis par la suite, en termes de développement personnel, business. Développement personnel. Jim Rohn, pour vrai, c'est un classique. C'est juste tellement un classique, Jim Rohn. J'ai des cassettes de lui chez nous. J'ai des... Tu sais, Les Brown. Moi, je suis beaucoup dans le développement personnel comme leadership puis comme motivation aussi. Je trouve ça intéressant. Ça me met dans un bon état d'esprit. Sinon, ça... On a parlé de Tim Ferriss, on a parlé de James Clear, Alex Hormozy pour tout ce qui est vente, tout ce qui est marketing, ainsi de suite, Naval Ravikant, sinon ça, j'en ai quelques autres dans mes leads. Tom Biller également, je ne sais pas si je le nomme bien, là, mais il y a un podcast également qui est vraiment intéressant. La liste est longue. Là, puis je me rappelle pas pour vrai, je me rappelle pas de tous les écrivains, de tous les livres que j'ai lus. Gary Vee, ça en est un bon également en termes de tout ce qui est mentalité entrepreneuriale et tout. Je dirais que c'est pas mal. Cool. Ben, c'est déjà une bonne liste. Puis j'ai une question importante pour toi. Allez-y, mon cher. Sans cette fameuse question, ça ne serait pas rencontré. Aïe, j'ai même pas pensé à qui en plus. Je la pose pas systématiquement. Mais j'ai envie de t'en poser. T'as-tu quelqu'un que tu aimerais nominer pour venir sur le podcast? Je dirais mon bon ami Philippe Camiré, qui est courtier immobilier résidentiel, bientôt commercial, je pense aussi, puis qui est très investi dans le milieu immobilier. Puis sinon ça, un autre qui serait vraiment intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne conversation. On va prendre un café bientôt, mais Mohamed Diallo, qui a l'entreprise Bioreka, où est-ce qu'eux autres, ils ont lancé une technologie de reconnaissance de bactéries, je me rappelle bien, avec l'intelligence artificielle. Ils viennent juste de revenir de France. C'est une très, très belle
c'est une start-up, mais plus une scale-up en ce moment. Très belle organisation, en fait, qui a réussi à monter. Puis lui, vous auriez une bonne discussion parce que c'est un scientifique ou un chimiste de qualification scolaire. Puis il emmène large. Fait que ça serait intéressant de voir cette optique-là, AI et technologie du côté de son angle à lui. Deux très belles références, je te remercie. Et on va terminer avec une question, un petit clin d'œil à Tim Ferriss. S'il y avait un billboard virtuel géant que tout le monde voyait sur la planète, puis que tu pouvais écrire quelque chose dessus, lancer un message à l'univers, ce serait quoi? Experience everything. Ou, tu sais, c'est tough parce que j'hésite entre ça puis Success is in Luck, it's engineered. Parce que les deux, ça fait du sens. Mais je te dirais experience everything. Avec un petit bémol en dessous de comme pas vraiment tout, mettons, là, comme not really everything, mais comme experience everything. Niveau entrepreneuriat, explore les projets, explore toi là-dedans, explore tes compétences, fais des erreurs et tout, mais experience everything. Ben Marquand, un gros merci. Pareillement. Sur le podcast. Très bien préparé. Beau studio, belle organisation. Merci. T'es le premier dans le nouveau studio. Je suis choyé. C'est confortable. Certainement. Non, vous avez vraiment une belle place. Puis j'ai hâte de revenir à Montréal quand la façade va être faite puis de voir l'avancement de vos projets. Mais merci pour l'invitation. Puis ce fut un réel plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. C'est moi qui te remercie. Notre podcast est propulsé par le CIQ, le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, là où tout a commencé pour nous. Utilisez le code promo VisionDev sur leur site web pour des rabais exclusifs. Alors voici un autre épisode qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez mettre un like, abonnez-vous, laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify. Ça nous ferait super plaisir d'entendre vos commentaires. Et n'hésitez pas d'entrer en contact avec nos invités. Ça leur fait plaisir d'échanger avec vous. Donc sur ce, je vous souhaite à la prochaine, puis un grand merci d'avoir écouté cet épisode.